bonjour. Le Cameroun pleure ses fils et ses filles depuis 48 heures, disparus donc dans cet accident de train. Le drame a fait le tour du monde, tout comme cet effondrement de bus métalliques sur la route nationale numéro 3. L'émotion est très forte, mais des questions sur les origines des faits et les responsabilités des uns et des autres sont au centre de la controverse. En attendant les résultats des 3 enquêtes qui sont ouvertes, analyse et commentaires de ces faits douloureux que vivent nos pays en ce moment même dans cette édition de Canal Presse qui démarre juste après cette transition. Invité au débat ce dimanche sur Canal 2 International en direct de Douala, François Bimogo, bonjour. Oui, bonjour Carole. Merci d'être là, vous êtes analyste politique. Faustin Dicam est également là, bonjour. Bonjour, bonjour Carole et bonjour à tout le Cameroun. Directeur de publication de la Tribune d'Afrique. On a également Maître Moustapha, conseiller juridique qui nous vient du Social Democratic Front. Merci d'être là, Maître. Bonjour Madame Yemilan, c'est un plaisir d'être sur votre plateau. André Luther Meka, merci à vous également d'être là. Je vous présente plus, spécialiste en communication, communicologue, comme ça se dit parfois. Pour faire la différence entre les communicants et les scientifiques, bonsoir et bonjour à tous les téléspectateurs, les millions de téléspectateurs. C'est un plaisir de renouer cette alliance avec les téléspectateurs de Canal 2 International. C'est une édition spéciale à laquelle nous avions convié Camrail, mais visiblement, l'entreprise n'est pas encore prête à prendre la parole. Tout revient, dit-on là-bas, à la cellule de crise mise sur pied quelques heures après le drame des Écarts. On en reparle d'ailleurs sur ce plateau, juste le temps de ce tour d'horizon de l'actualité. C'est la revue de presse de Canal Presse. Bonjour. C'était la semaine du Fundi dans la presse cette semaine, la presse qui a largement relayé la réunion des 44 familles du département qui ont réaffirmé leur attachement aux idéaux de paix, de cohésion sociale et d'hospitalité. Pour Cameroun Tribune, l'unanimité s'est dégagée autour de l'idée de solidarité dans la marche du Cameroun vers l'émergence. Face à l'imposture, déclare l'Action, militants élites du RDPC et population du Fundi réitèrent leur engagement à soutenir le président Paul Biya et les institutions qui l'incarnent. Et pourtant constate une mutation au cours de cette réunion. Une partie de l'assistance a pris fait et cause pour Onambele Zibi, lui-même absent des travaux. Et parmi eux, l'honorable Jean-Simon Ongola Ongba, ce dernier estime que Onambele Zibi n'a fait que dire tout haut ce que l'élite du département du Fundi pense tout bas et que les ministres qui désavouent le patriarche aujourd'hui ne tiennent qu'à préserver leur poste. D'ailleurs, selon le soir, Onambele Zibi dit qu'il n'a rien à foutre avec les ministres qui ne sont pas de son domaine de compétence et qui tiennent leur pouvoir de nomination du président de la République, qui reste d'ailleurs le destinataire de la lettre qui fait grand bruit. Mutation profitant de cette actualité pour dresser le portrait du patriarche de 72 ans, un dur à cuire, célèbre par ses actes de bravoure et de bravade sur la scène politique traditionnelle et sportive. Et à propos de ces mémorandums, la même édition de Mutation propose en 3e de couverture l'intégralité de la réaction d'Alben Zonga, président de la Dynamique. Selon lui, l'Est et l'Ouest sont des laissés pour compte du régime des Yaoundé. Et si votre gâteau est maigre, il s'adresse aux élus du Fundi, utilisez d'autres arguments pour votre chantage. Autre mémorandum qui circulait dans la presse ces 2 dernières semaines, celui de la Lekié et Singang qui relayait alors l'information est revenu à la charge cette semaine avec l'information selon laquelle les élites de ces départements tentent de noyer les revendications des populations par une pluie de mises au point, une adressée justement au journal et signée Benoît Donsoumet. Mais vous lirez dans cet encadré faisant office de note de la rédaction que l'auteur du droit de réponse ne conteste pas les promesses non tenues de Paul Biya à la Lekié. Il vous souvient que la mise au point du secrétaire d'État à l'éducation de base avait suscité une vive réaction d'un jeune de ces départements. Dans une lettre ouverte, Denis Emilien Atangana suggère à ses parents de travailler avec les jeunes pour penser le développement de cette contrée qui accuse 33 ans de retard selon lui.
33 ans ou 34 pour parler de l'âge du renouveau, dont la fin suscite déjà des inquiétudes. Selon l'estimation de Standard & Poor's, une agence de notation américaine, pour qui le Cameroun, notre pays, pourrait connaître des troubles sociaux d'ici à la présidentielle de 2018. Monseigneur Klenda lui demande même au président de la République de quitter le pouvoir pour reprendre émergence, qui a regardé le président de la conférence épiscopale du Cameroun en posture d'invité à la grande interview de Jean Minotaille. C'était à Canal 2 International. Canal 2 comme Cameroun Tribune qui suit de près les réalisations des chantiers de la Coupe d'Afrique des Nations 2016 où le Premier ministre est descendu pour en jauger lui-même. Les travaux sont en phase terminale, satisfait-il des Filmoyang. Notre Cameroun Tribune parle de la dernière main, une belle évolution selon le Pélican à mettre à l'actif du ministre des Sports et de l'Éducation physique de Dupat qui signe une année pleine avant l'autre, celle de 2017, qui va accueillir la CAN, celle des hommes, au Gabon en janvier 2017. Une compétition jouable pour Cameroun Tribune parce que le Cameroun partage la poule avec le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, mais surtout notre frère et voisin le Gabon. Le duel fratricide est d'ores et déjà annoncé à en croire baromètre communautaire. La confrontation entre les deux sera l'occasion pour l'un et l'autre de marquer sa suprématie au niveau sous-régional. Ali Bongo voit déjà un match difficile. Le président réélu du Gabon qui parle à une des Diapason magazine qui s'interroge jusqu'où ira-t-il. On traverse justement la frontière gabonaise et camerounaise pour la Guinée équatoriale où l'affaire des biens mal acquis du fils du président est d'actualité. Théodore Nguema ou bien doit compter sur la grande expérience de Maurice Kamto, désormais son avocat. Émergence croit que pour quelqu'un qui ambitionne de diriger un grand pays comme le Cameroun, il n'a pas besoin de défendre un homme qui symbolise la gabégie, le népotisme, la dictature et l'enrichissement illicite. Toujours dans la sous-région, le financier d'Afrique présente l'état du système financier de l'Afrique centrale. Et puis, zoom sur la ministre des Affaires sociales au magazine Anaxama International. Un an après sa nomination, Irène Pauline Nguéné déroule la stratégie qu'elle entend appliquer pour atteindre les objectifs de politique des affaires sociales au Cameroun, à elle signée par le chef d'État, le président Paul Biya. À dimanche, s'il plaît à Dieu. Merci à Lédé Bondébé et à dimanche prochain, sans doute dans cette même rubrique de la revue de presse sur Canal Presse. Faustin Dikam, est-ce que tous les wagons sont remontés du côté des ECA? Je voudrais d'abord m'incliner humblement devant la mémoire de tous les disparus. Carole, vous savez bien que dans notre métier, on ne devrait pas laisser transparaître son émotion, quels que soient les cas. Je m'incline très poliment et humblement devant la mémoire de ces compatriotes qui ont perdu leur vie. Aussitôt dit, on n'a pas beaucoup avancé en information. La dernière actualité que vous évoquez à l'instant fait état de ce qu'il y a encore des wagons qui sont dans le ravin là-bas et certainement avec des gens en dessous. Et je crois que cela nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Déjà sur les politiques publiques en matière de transport et puis sur les politiques publiques aussi en matière de gestion de crise. Et je voudrais ici rendre hommage d'entrée d'abord à ces laborieuses populations des ECA, aux autorités locales qui, comme un seul homme, dès les premières heures de cet accident, se sont mobilisés pour essayer de sauver ce qui pouvait encore l'être de vies humaines. Ils l'ont fait avec les moyens qu'ils avaient, jusqu'à ce que les autorités de Yaoundé n'arrivent. Et je voudrais aussi rendre hommage à certaines de ces autorités qui ont pris sur eux de descendre sur le terrain avec les moyens qu'ils avaient pour que la situation rentre un peu dans l'ordre. Merci. Merci. Donc, on va revenir là-dessus. On entre dans le vif du sujet avec cette politique publique de transport. Dans l'heure qui suit, le temps pour moi de vous demander, François Bimogo, est-ce que vous avez des dernières informations concernant ces wagons coincés dans les ravins? Nos équipes étaient sur le terrain hier et jusqu'à hier soir. Le travail évoluait sur le site, mais qu'est-ce qu'on en sait? Est-ce qu'on en sait un peu plus maintenant? Je crois que ce matin, et avant quand même de vous répondre, Carole,
C'est un drame national. Nous sommes catastrophés par ce qui s'est passé ce vendredi noir. L'amplitude de ces événements, peut-être beaucoup de Camerounais dans le confort de leur salon, là où ils sont assis en ce moment à nous regarder, ils ne mesurent pas l'amplitude de ce drame au niveau personnel des familles, mais également à l'échelle de toute la nation. C'est une amplitude qui est très élevée. Donc je crois que les premières pensées doivent aller en direction de ces personnes qui ont brutalement perdu leur vie, alors qu'elles s'apprêtaient simplement à faire un voyage comme un autre, et puis ces familles qui sont meurtries par la douleur. Donc les dernières informations sur le terrain ce matin, il me semble que les dernières voitures, c'est le thème technique des wagons, les dernières voitures étaient en train d'être désencastrées. Donc je pense, je ne sais pas comment ça se passe sur le terrain, mais cette opération-là est en cours plutôt de finition pour désencastrer également les derniers corps. Et il me semble que ceci dit, ce drame révèle le problème infrastructurel, structurel qu'on a dans notre pays. Infrastructurel, structurel, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas simplement regarder le drame lui-même, il faut regarder l'ensemble, d'où on va, comment tout cela se gère. Et à ce problème infrastructurel, structurel, c'est ajouté un peu de folklore politique et qui a donné encore plus d'amplitude au drame. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand même, c'est important de le relever dans la relation des faits, il faut quand même se souvenir que le fait générateur, c'est un grand ruisseau ou une petite rivière qui met à genoux tout un pays. Ça pose des questions. Est-ce normal? André Luther-Meka, en attendant les résultats de l'enquête, des enquêtes ouvertes par les autorités administratives, par Camra et par le procureur de la République, que savez-vous de ce drame? Disons que je partirai d'une situation et d'une vision approche théiste. Et je convoque les stoïciens qui disent dans la vie des hommes, il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et dans toutes les sociétés, il y a des calamités, il y a des malheurs, il y a des catastrophes. Bien évidemment, dans ces malheurs et ces catastrophes, il y a certainement aussi des moments de malheur. Ça peut arriver dans des sociétés, mais seulement après les malheurs, il faut tirer les conséquences, c'est-à-dire essayer aussi de faire ce qu'on appelle les conclusions, tirer les conclusions et gérer les risques, prévoir les risques. Disons que je l'ai perçu avec beaucoup de réticence parce que c'était un vendredi noir qui part d'un certain nombre de rumeurs sur le déraillement. Et ce qui est curieux, c'est que dans la rumeur, le ministre des Transports intervient et quelques heures plus tard, il y a déraillement. Et en tant qu'un sujet pensant, je me dis, est-ce que c'était une programmation? Bien évidemment aussi, on parlait d'un crash à Bafoussam et de l'incendie à Sopeka. Donc, ce qui revient à dire qu'il y a eu certainement des signaux d'un malheur qui allait avoir lieu. Et dans ce malheur, j'ai eu l'impression aussi qu'il y a eu une sorte de négligence. Et aujourd'hui, il faut notamment parler effectivement de Camraï. Parce que ce qui se passe, c'est que les populations, les masses cherchent les voies de contournement par rapport à la route et partent se masser à Camraï. Alors la question qu'on se pose, est-ce que effectivement Camraï a pris toutes les mesures nécessaires, puisque vous avez des informations, il y a un certain nombre de wagons qui ont été ajoutés certainement au train, et ces wagons, dit-on, ce sont des wagons chinois qui n'avaient pas de frein. Et le chauffeur aurait demandé l'autorisation pour utiliser ces wagons. Alors, cette autorisation a été donnée. Est-ce que la maintenance technique, l'assurance technique des voyages et la sécurité des personnes ont été prises? Ça, c'est encore d'autres questions. Et nous reviendrons certainement sur le problème de communication, parce que beaucoup de gens... On en vient, si vous le permettez, le temps que Maître Moustapha prenne également la parole. On n'a pas beaucoup entendu les politiques depuis vendredi. Maître Moustapha, peut-être le SDF s'est exprimé, ça nous a échappé. Je dois vous dire que le premier vice-président national du SDF était sur le terrain. Il s'est comporté en sécuriste. Exactement. Donc c'est la première chose qu'il faut noter. Il a tendu la main à Kopo, par exemple. Il a attendu, voilà, Kopo l'a dit, et il y a beaucoup d'autres Camerounais. Son véhicule a également servi
de moyens de transport, de moyens de locomotion aux blessés. Ça mérite d'être rappelé, ça mérite d'être salué. Parce que voilà, ben, je voudrais d'abord dire qu'il s'agit que nous sommes dans une circonstance exceptionnelle. Il faut un moment de recueillement, de communion, de prière. Mais ceci dit, je voudrais qu'on essaye d'éviter de dédouaner certains, parce que j'ai entendu le précédent interlocuteur avec Lucien André Meka, que je connais très bien, avec des phrases toutes faites. Mais il faut noter que le sort semble s'acharner sur le Cameroun. 86, tous les 10 ans. 86, nous avons le lac Nyos. Je crois 96, nous avons Sam. 98 Oui, 98, bon, tous les 10 ans carrément, nous avons Sam. Ensuite, nous avons eu Mbanga Pongo. Et aujourd'hui, nous avons l'événement des Zeka. Mais il faut le dire, on ne peut plus gravissime. Ça soulève les questions de la capacité d'anticipation et même de réaction de ceux qui nous gouvernent. Allons-y d'ailleurs dans ces questions. Je vous suggère de commencer par le problème de communication. On aurait bien voulu avoir Kamraï pour savoir exactement ce qui s'est passé, mais forcément les enquêtes nous le diront. Alors François Bimogo, c'est par Facebook, par les réseaux sociaux, que tout semble être parti en termes de communication autour de ce drame. Est-ce que vous l'avez perçu de la même façon? Oui, tout est parti effectivement d'abord d'une rumeur. Une fois que... Parce qu'il faut qu'on se le dise très bien. Il faut partir du fait révélateur, du fait générateur. Du fait générateur. Quel est le fait générateur? À la base, cette rupture cet effondrement de buses. Des buses sur une route qui est capitale, sur quelques mètres d'ailleurs. Et qu'est-ce qui est à la cause de cet effondrement? C'est un grand ruisseau, parce que ce qu'on a vu, où c'est un grand ruisseau, c'est une petite rivière, c'est pas grand-chose en tout cas. Donc le fait générateur part de là. À la suite, il y a des personnes qui brandissent l'épouvantail de ce qui va finalement arriver, c'est-à-dire parlent déjà d'un déraillement de train, alors même que à l'heure où on est, c'est-à-dire 9h30 par là, le train ne s'est pas encore ébranlé de la gare de Yaoundé. Il faut dire que les informations fournies par Kamraï disent que le train a eu un retard parce qu'il y a eu des tests qui ont été faits. C'est-à-dire que les freins des wagons ont été testés. Il y a eu un bulletin de voie libre qui a été délivré au conducteur avant qu'il s'en aille. Que ce n'était pas surchargé. Il y a des témoins qui ont voyagé par ce train, notamment des wagons qui sont apparemment restés connectés à la locomotive, qui sont sains et saufs, et qui racontent effectivement qu'il y a des voitures qui ne se sont pas renversées. Donc il faut repartir donc à la source du problème, de ce fait générateur-là. Est-ce qu'il est normal que dans un pays comme le nôtre, aujourd'hui, en 2016, une capitale économique qui produit la valeur, une capitale politique qui pilote le pays comme Yaoundé, soit reliée par une seule et unique route et que un ruisseau, ce qui peut arriver d'ailleurs, un ruisseau mette à genoux et provoque un drame d'une amplitude aussi importante. Merci. Ça questionne vraiment. Oui, Faustin Dikam, ça pose le problème de voies de contournement, peut-être, et de l'entretien de nos infrastructures routières. Tout à fait. Mais je voudrais qu'on s'entende bien. Le Cameroun n'est pas victime d'une malédiction. Vous voyez, c'est des choses qui arrivent souvent, mais maintenant, le problème, c'est de savoir comment les gérer. Il y a quelque temps, dans des pays plus développés que les nôtres, on a entendu parler des affaissements des routes, des effondrements. Mais maintenant, comment est-ce que cela est géré chez nous lorsque ça arrive? Et ici encore, je voudrais quand même indiquer que le ministère des Travaux publics a quand même, en 24 heures, réussi l'impossible, c'est-à-dire faire passer la route. Vous voyez? Parce que, comme l'indiquait M. Bimogo tout à l'heure, cette route est très importante pour l'économie de notre pays. Une seule heure de sa fermeture crée des désastres économiques incalculables. Mais ils ont réussi, avant même 24 heures, à faire quand même circuler quand même des voitures, ne serait-ce que provisoirement. Ça, c'est à mettre à l'actif de ces jeunes ingénieurs camerounais qu'on n'est pas allé chercher ailleurs, qui étaient déjà sur ce tronçon, qui ont laissé ce qu'ils avaient à faire et qui se sont mobilisés pour pouvoir nous permettre, ne serait-ce que de circuler d'abord provisoirement. D'accord. Ça, c'est important. Bon, maintenant,
Quant à la gestion communicationnelle de ce drame, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une relation de cause à effet. S'il n'y avait pas eu affaissement de cet endroit de Mania sur l'axe Douala-Yaoundé, les populations, les passagers ne se seraient pas déportés à l'aérogare pour créer... Mais François vient de dire tout à l'heure que le train ne semblait pas surchargé. Est-ce que donc, à ce moment, le train était dans sa capacité normale de transport des passagers? À l'heure qu'il est, les enquêtes se poursuivent. Le conducteur et son assistant ne sont pas morts. Ils sont à la disposition de la police des chemins de fer. Le moment venu, ils vont nous dire ce qui s'est passé réellement. Merci. Mais pour l'instant, il faut quand même souligner que ce n'est pas la première fois que Camrail procède de cette manière. Pendant les vacances, ils le font. Quand il y a un flux de passagers, ils ajoutent toujours des wagons et autres. Mais tant que cela n'avait pas encore créé un problème comme celui qu'on a vécu l'autre jour, eh bien, personne ne disait rien. C'est pour cela que je parlais d'interroger les politiques publiques en matière de transport sur un plan purement global. Luther Meka, des versions circulaient visiblement sur un souci de frein, sur des wagons qui n'étaient pas en bon état. Qui, dans ce cas d'espèce, doit fixer l'opinion? Disons que... Dès l'entame de mon propos, je disais qu'il y avait un véritable problème. Tout est parti des réseaux sociaux qui ont mis des images de faux déraillements. Et certainement que le ministre s'est saisi de cette information, le ministre des Transports, qui a fait une déclaration qui s'est avérée caduque ou alors qui s'est confirmée par au moment de la diffusion. Au moment de la diffusion. Et là encore, il y a des petites précisions parce qu'en tant que technicien de la communication, le ministre fait certainement l'interview, peut-être en léger différé à 11h. Et peut-être à 13h, il y a un déraillement. Mais la question que je me pose en tant que technicien de la communication, pourquoi la bande est diffusée et pourquoi elle est rediffusée à 17h? Alors, permettez-moi, il y a un véritable problème parce qu'on dit des informations que moi j'ai collectées, que les wagons qui n'avaient pas de frein étaient intercalés entre les wagons qui avaient des freins. Ce qui faisait qu'à un certain moment, ils roulaient à 400... Mais ce sont des bribes d'informations à ce moment donné qui devraient donner une version. Non, ce que je dis, c'est que lorsque ces informations sont... celui qui doit fixer l'opinion, parce que là, c'est la communication de crise, c'est-à-dire faire reculer l'ignorance et renseigner et rassénérer les Camerounais au maximum. Et j'ai été agréablement surpris de constater que les médias privés et même médias officiels, la CIAC TV, a fait ce qu'on appelle en full Europe, notamment Canal 2, Equinox et la CIAC TV. Et qui, effectivement, je peux même vous dire que j'ai suivi pratiquement le média officiel qui allait, la CIAC TV qui allait à Camrail. Et quelqu'un s'est exprimé en disant effectivement qu'on a ajouté les wagons. Il y avait un certain nombre de personnes. Je crois que les autorités, notamment le ministre de la Communication, se devaient certainement de faire un point de presse pour dire quelles sont les mesures qui ont été prises et essayer, n'est-ce pas, de rassurer les Camerounais. Oui, ce qui s'est passé, c'est une succession malencontreuse, malheureuse d'incidents qui, par un effet de boule de neige, de carambolage, ont débouché sur le véritable drame. Parce qu'il faut se dire que ce n'est pas de la sorcellerie. C'est-à-dire que dans une hypothèse comme celle-là, sans être un oracle, on aurait pu deviner qu'il pouvait avoir un problème sur cette ligne des chemins de fer. On l'emprunte souvent. Moi, j'ai le plaisir d'emprunter ces trains. J'ai le plaisir d'y voyager, parce que voyager par train, ça permet de découvrir le pays, c'est un aspect touristique et il n'y avait pas de souci. Et visiblement, c'est un moyen très sûr de transport. C'est l'un des moyens les plus sûrs de transport. Donc, jusque-là, il n'y avait pas de problème. Y compris pendant les grandes vacances, il y avait des affluences. Tout cela était bien géré. Donc, le ministre des Transports enregistre sa bande. Elle est diffusée quasiment au début du journal. Malheureusement, la catastrophe intervient juste après. C'est-à-dire aux environs de 13h20, 13h30. Le rétropédalage est impossible. C'est pourquoi, à chaque fois, il faut revenir au fait générateur. Pourquoi c'est important de revenir au fait générateur? Parce que l'information selon laquelle la route est coupée, elle aurait été donnée, que ça n'aurait pas provoqué les embouteillages qu'on a connus sur ce axe lourd de part et d'autre. Donc les gens se seraient abstenus à 6h du matin, par exemple, de prendre la route, sachant que c'est bloqué. Le gouvernement aurait pu prendre la parole et dire aux populations de se calmer, de ne pas se ruer, de ne pas se débrouiller, parce que la débrouille,
c'est un peu aussi un mal camerounais. C'est-à-dire que, ne sachant pas qu'est-ce qu'il faut faire, n'ayant pas de consignes, les gens, chacun cherche à tirer son épingle du jeu. Ça se voit sur nos routes, où quand une route est barrée, on trouve des raccourcis. On n'est pas discipliné, on n'est pas du tout discipliné. On aurait pu donc donner cette information aux gens, on leur aurait dit, mais aller à Cambrai, l'abuse qui a provoqué, l'abuse qui a provoqué l'effondrement d'une partie de cette route nationale, de cet axe Le Hamaniaï, eh bien, on aurait pu dire aux gens, ça va prendre quelques heures pour que ce soit remédié. Ça a été dit, non, avant, mais ça n'a pas été respecté. Anticiper rapidement. C'est-à-dire, la première prise de parole du ministre des Transports aurait été de dire cela, par exemple, et non pas simplement de pousser. C'est pourquoi j'ai parlé d'un problème infrastructurel, structurel, parce qu'il est profond, il ne date pas seulement de quelques mois, à du folklore politique. Quand on vient saturer un moyen de communication parce qu'on n'a pas d'alternative. On aurait eu une alternative, une route secondaire prête. Et ce n'est pas, je vais terminer par là, ce n'est pas le jour où une catastrophe arrive qu'on commence à défricher une route, à la mettre aux normes comme route secondaire. On anticipe, sachant que, comme c'est une route qui connaît un trafic important et stratégique, s'il y a un problème de quelque nature que ce soit, il ne faudrait pas qu'on attende 24 heures pour trouver une solution alternative. Merci François Bimoro. Cette solution de contournement aurait dû exister et n'aurait pas provoqué ce drame. Est-ce que vous avez travaillé sur ce type d'alternative dans la gestion des infrastructures, notamment routières, au sein du SDF? Absolument. Je vais vous dire que je rejoins les autres qui disent qu'on ne peut pas avoir une capitale économique et une capitale politique qui sont reliées par une seule ligne. Notre pays ne se limite pas aux chefs-lieux de province. En réalité, s'il y avait des voies de contournement, on ne serait pas arrivé à cette situation désastreuse. Mais il y a une voie de contournement. Les voies de contournement qui sont dans quel état? Il y a des voies de contournement, mais dans quel état? Vous comprenez? Je pense que cette catastrophe aurait pu être évitée. Dans les finances 2016, il y a 83 milliards qui sont réservés, 83 milliards réservés pour l'entretien des routes et autres infrastructures. 83 milliards. L'axe Douala-Yaoundé, il y a une enveloppe de 600 millions qui a été prévue pour pouvoir la réfectionner. Et il y a deux lots. Le premier qui va de Yaoundé jusqu'au pont de Ndoupé. 110 km, 300 millions de prévus. Et le second qui va de Ndoupé jusqu'au pont sur la Dibamba. Mais nous sommes à 2 mois de la clôture de l'exercice budgétaire. Les réflexions n'ont pas été faites. Vous vous imaginez que si les contrôles étaient effectivement faits, parce que le pont qui se fonde est dans le premier lot, c'est-à-dire de Yaoundé jusqu'à Ndoupé. Donc si les gens avaient pris la peine de vérifier, de faire des contrôles, de se rassurer de ce que les infrastructures répondent aux normes, on ne serait pas aujourd'hui dans la réaction. On aurait été proactif, on aurait évité de se retrouver face à cette catastrophe et que les Camerounais sont en train de pleurer leur mort aujourd'hui. Merci. Faustin Dukam. Oui, je voudrais ajouter à ce que dit Maître Moustapha que, effectivement, nos axes routiers ont eu beaucoup de problèmes. Cet axe qui a eu cet incident de l'autre jour a déjà été évalué par les équipes d'ingénieurs du ministère des Travaux publics comme étant dangereux. Vous voyez? Mais on n'a pas compris, parce que moi j'ai enquêté auprès des autorités du ministère des Travaux publics et du ministère des Transports hier. Alors, il s'agit d'un endroit dont l'affaissement était, je peux dire, était presque prévu, comme les autres axes. L'axe présentait des défaillances à cet endroit. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'il faudrait que désormais chez nous, qu'on puisse anticiper, n'est-ce pas, sur des défaillances pareilles, les arranger au bon moment, parce qu'il y a un autre comme ça, sur l'axe Yaoundé-Bafoussam, juste après l'entrée de Bafan. Lorsqu'on va à Bafoussam, il y a un autre comme ça, et ça va s'affaisser. À tout moment, ça peut s'affaisser. Même aujourd'hui, même, ça pourrait s'affaisser. Donc, il faudrait que nos gouvernants essayent quand même de savoir que gouverner, c'est prévenir. C'est très important. Maintenant, en ce qui concerne le ministère des Transports, il faut dire que ce que M. Meka disait est tout à fait vrai. Nous avons enquêté pour comprendre que le ministre des Transports a été interpellé à 9h du matin par la direction générale de Cambrai, qui lui faisait savoir qu'il y a des informations qui passent sur la toile avec des images du déraillement de 2009 qui montrent qu'il y a un déraillement. Alors le ministre a donc fait venir la presse pour leur faire comprendre que non,
il n'y a pas de déraillement. Il était encore 11 heures par là. 10h30, 11h. Vous voyez? Mais sauf que, par la suite, à 13 heures, il y aura effectivement des déraillement. Alors, la question que moi, je voudrais poser à nos autorités, c'est de savoir si est-ce que tous ces actes ne sont pas prémédités. Vous voyez? Prémédité par qui? Écoutez, nous sommes dans un environnement de terrorisme. Nous sommes dans un environnement où tout peut arriver. Comment est-ce qu'on peut commencer à prévoir, à parler d'un déraillement à 9 heures sur la toile? On fait passer les images. Qu'un ministre vienne démentir et qu'à 13 heures, il y a effectivement un déraillement. Avant vous, André Mika. Je crois que les locomotives comme des avions doivent avoir des boîtes noires. Je crois que l'enquête qui a été demandée par le président de la République permettra d'exploiter ces informations et de savoir est-ce que le train parti de la gare de Yaoundé à 11h15, ce train 152 était effectivement apte malgré toutes les autorisations qui ont été données à partir. Mais en pareille circonstance, les gens vont dire ça arrive partout, les éboulements, les glissements de terrain, les routes qui s'affaissent, les inondations, etc. Ça, c'est un fait. Ça peut arriver. Mais partout où les choses sont à peu près normales, il y a des alternatives. Ça ne suscite pas un drame national. Parce que là, en fait, ce qui est touchant, c'est que le pays de Samuel Eto'o, le pays de Manu Dibango, se retrouve à genoux par un ruisseau. Un ruisseau qui n'a même pas débordé de son lit en réalité. Un ruisseau qui a emporté une buse. Et on est à genoux en train de pleurer des dizaines et peut-être même des centaines de victimes, avec des dégâts matériels remarquables. Parce que ce que Camara a perdu là, ça doit se chiffrer en milliards également. Je voudrais ajouter à ce que vous dites, M. Bimogo, que ce que vous êtes en train de dire est très important. Vous voyez? Pour même le développement de notre pays. Nous n'avons pas un véritable système de prévention de catastrophes. Dans tous les pays, ce ne sont pas les entreprises ou bien les sociétés qui s'occupent des catastrophes. Il y a une structure, et au Cameroun, il y a une structure qui se trouve au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'administration territoriale. La protection civile était sur le terrain. Et je rends hommage à cette généreuse dame qui s'est déportée dans un cas comme dans elle était au four et au moulin. Mais avec quels moyens? Voilà le problème. Avec quels moyens? C'est très important. Parlons justement de la prise en charge de ces victimes-là, puisqu'on est passé sur les faits. André Luther Meka, jusqu'à 8 heures environ après le drame, les victimes étaient encore sur le lieu. Est-ce que vous comprenez ce temps déroulé? Non, mais vous savez, il y avait... Ce train, tout le monde était là-dedans, hein, parce qu'il y avait des amis, il y avait tout le monde. Et je tiens à préciser qu'il y a des wagons qui sont arrivés à la gare avec des autorités. Donc, je ne voudrais pas citer des noms, il y avait des autorités reconnues là-dedans. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y en a qui étaient vraiment coincés, qui étaient extrêmement coincés dans les wagons. Et il fallait décoincer les wagons pour les relever. Mais ce que je voudrais dire, et il faudrait aussi le dire, que les autorités commencent à comprendre qu'il faut effectivement communiquer. Parce que vous allez voir qu'il y a eu un dispositif, notamment vous avez pu le voir, du gouverneur de la région du littoral qui a fait le tour des hôpitaux. Et je crois qu'il y a une liste des hôpitaux qui ont été mises sur pied. Restons sur le lieu de drame, je vous en prie. Bon. On en vient à vous. Restons sur le lieu de drame. Maître Moustapha, on parle de ces victimes qui ont dû se débrouiller. On l'a suivi Kopo hier dire il y a un monsieur qui m'a interpellé, je ne savais pas très bien qui il était. Et puis j'ai trouvé une voie, je suis sortie du site. Finalement, il n'y avait pas personne ne savait à qui s'adresser. À l'origine de mon propos, je voudrais parler de capacité d'anticipation, mais également de capacité de réaction. Vous voyez, nous avons vu des ministres qu'on a transportés par hélicoptère avec des costumes, dans des costumes mal taillés, alors qu'on aurait pu transporter une querelle de médecins. Non, je le dis, je vous le dis. Vous êtes styliste, modéliste. Des goûts et des couleurs, on n'en discute pas, monsieur le maître. Non, lorsque je le dis, c'est pour faire valoir mon courroux. Parce que je pense que les situations peuvent être gérées différemment. On aurait pu utiliser ces hélicoptères et éviter tout le protocole. Parce que quand ils arrivent sur place, il faut encore le protocole. Pendant ce temps, les gens sont en train de mourir. On aurait pu transporter des médecins qui sont là, dans l'arrière-pays, à Douala, partout, à ne rien faire. Donc, on a manqué de capacité de réaction véritable. La protection civile
en réalité, n'existe que sur les papiers. Vous vous imaginez que 48 heures après, on en soit encore à se demander si les grues sont arrivées pour pouvoir sortir les trains, pour pouvoir sortir les voitures des ravins. Donc vous vous rendez compte de ce que... C'est une direction qui a besoin des moyens lourds. Mais il y a eu la direction... Certaines organisations aussi. Oui, mais j'ai toujours envie de revenir. Je vous en prie, Meka, je vous en prie. Permettez que Moustapha termine. Je vous en prie. J'ai toujours envie de revenir sur notre loi des finances 2016. On vous dit, il y a 60 milliards. 60 milliards qu'on prélève sur la taxe spéciale sur du pétrole qu'on appelle taxe d'utilisation de la route. 60 milliards qui étaient prévus. À quoi sert tout cet argent-là? À quoi sert tout cet argent-là? Donc nous avons toutes ces questions que nous nous posons et qui nous amènent à nous projeter, à nous demander si ceux qui nous gouvernent sont aptes à pouvoir nous projeter dans l'avenir. Merci. Alors François Bimogo, sur la question de la prise en charge, est-ce que vous avez l'impression que la réaction a été à la hauteur du drame, on va le dire comme ça? Voilà, c'est une question encore qui interpelle tous les Camerounais. Parce que je vois, quand on parle des questions sanitaires de base, il y a certains Camerounais qui peuvent avoir les moyens de se soigner de manière différente et qui estiment que ça ne les concerne pas parce qu'ils ont les moyens peut-être de payer les avions médicalisés, de payer une évacuation, d'avoir des médecins privés, etc. La question de santé publique, c'est une question qui touche à tous les Camerounais, du plus riche au plus pauvre. Lorsqu'on pose ces questions sur la table, certains détournent le regard. Parce que dans ce train-là, justement, j'y viens, dans ce train, imaginez qu'un directeur général y soit. En attendant l'évacuation, c'était l'hôpital de district des Écarts qui était le plus apte à pouvoir lui porter secours. Heureusement, d'ailleurs, il semble que la première institution hospitalière qui soit arrivée sur les lieux, c'est effectivement l'hôpital des districts des Écarts. Sur ce point-là. Sur un autre point, la SAMU. Au-delà de nos beaux costumes, de nos belles voitures, de nos belles maisons, on a un pays extrêmement fragile. On vient de s'en rendre compte. Ah oui. On a un SAMU sur le papier. Quand ça arrive, le SAMU doit être capable de déployer au moins 1 ou 2 hélicoptères pour des situations d'extrême urgence, pour des personnes qui sont dont le pronostic vital est engagé, pour les sorties des ravins notamment. Un hélicoptère aurait pu se poser dans les ravins en attendant que les grues arrivent pour désencastrer les voitures. Ça, ce sont des questions, quand il n'y a pas de catastrophe, on en parle, mais certains Camerounais estiment dans leur petit confort que ça, c'est les problèmes du petit peuple, des petites gens, elles ou ils ne peuvent pas être un jour arbitre. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que, en fin de compte, on a un pays que nous méritons. On a des dirigeants que nous méritons. On a des infrastructures que nous méritons. C'est une question de tous les Camerounais. C'est-à-dire des plus nantis au moins nantis. Du pousseur au PDG. C'est bien compris. Voilà. Ce ne sont pas les moyens qui nous manquent. L'État a les moyens de faire face à toutes sortes de catastrophes. Quel est le problème? L'État a les moyens, je crois. Vous avez bien suivi, vous avez entendu Maître Moustapha tout à l'heure. Vous évoquez le cas de ces milliards qui sont disponibles dans le budget de l'État chaque année pour la route. Vous voyez? Mais le problème, c'est un déclic, c'est une impulsion qu'il faut. L'armée camerounaise n'a pas qu'un seul hélicoptère. On pouvait faire partir de Yaoundé ou de Douala plusieurs autres hélicoptères. Il y a des plaques pétrolières ici qui ont plusieurs hélicoptères qu'on pouvait mobiliser pour sauver des gens dont le pronostic vital était engagé. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que nous disons que nous devons continuer à interroger nos politiques publiques d'assistance. Parce que c'est très important. Je voulais préciser que ce qui dérange un peu le Cameroun, c'est l'administration, les procédures. Et il faudrait qu'en cas d'urgence, que ceux qui sont aptes à sauver les vies puissent se déployer. Parce que ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a l'impression qu'il faut attendre telle autorisation, telle autorisation. Mais qui doit coordonner ces déploiements? Qui doit créer? C'est une synergie. Vous savez, dans l'administration, quand il y a crise, c'est une synergie. C'est la région ou le ministre en charge qui fait une réunion de crise très rapidement et qui déploie les troupes sur le terrain. Parce que ce qu'il fallait faire, c'est quoi? Il fallait réquisitionner les agents de transport pour transporter les gens. Bien évidemment, on dit que le Cameraï a mis un train pour évacuer. Il fallait des hélicoptères. Il faut même des hélicoptères médicalisés. Donc, et tous les secouristes qu'on forme tous les jours, les pères éducateurs, on les forme, les secouristes. Lorsqu'il y a un drame national comme ça, tout le monde, même le Camerounais qui a été formé comme secouriste, se devait de se donner en servitude volontaire pour pouvoir sauver les... Ce qui dérange, c'est l'administration. On attend l'autorisation de Je voudrais dire que nous avons également un problème de détermination de nos priorités.
Ça, c'est également une question sur laquelle il faut absolument revenir. Vous imaginez que dans ce pays, cette année, on a mis de côté 75 milliards pour offrir les ordinateurs aux gens qui n'en avaient pas besoin. Vous comprenez? Je vous en prie, monsieur Mekale, je ne vous interromps pas quand vous parlez. Je vous interromps pas, vous allez répondre. Le ministère des Transports, des Travaux publics, comme je le disais tout à l'heure, avait 600 millions pour nous refaire cette taxe-là. Il ne l'a pas fait. Mais dans le même intervalle, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a consommé près de 3 milliards de carburant. Donc lorsqu'il s'agit du budget d'investissement public, ce n'est pas une priorité pour qui que ce soit. Parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir s'en mettre dans les poches comme on veut. Mais quand c'est le budget de fonctionnement, ça dit que ça va sur les chapeaux de roue. Vous comprenez? Donc il y a une question de priorité qu'il faudrait pouvoir établir. Les gens, ça dit pour ceux qui nous gouvernent, qui peuvent prendre des avions, qui peuvent utiliser d'autres moyens de locomotion, ou bien qui peuvent s'arranger comme ils le souhaitent. Cette route ne représente pas un problème. Ah si, personne n'a l'abri. Non, il faut, oui, toute proportion gardée. Je crois que nous avons vu la réception des locomotives par rapport au transport. Il y a une autoroute qui a été mise en marche. Donc ça veut dire qu'à un certain moment... Une autoroute qui a un chantier peut-être, non? Qui est en chantier. C'est ce que je veux dire, en marche, c'est-à-dire un chantier. Et vous allez constater qu'il y a un véritable problème. C'est pour ça que je dis que les Camerounais doivent être patriotiques. Vous imaginez, on met une route. On peut même mettre un hôpital. Mais les gens bloquent la construction de l'hôpital avec les indemnisations. Ça, c'est aussi être patriotique. Mais c'est à quoi ils ont droit, monsieur? Oui, bien évidemment. Mais il faut effectivement démontrer qu'on est volontaire à pouvoir créer le développement. Et lorsqu'on doit créer le développement qui doit être l'intérêt général, tous les Camerounais doivent s'impliquer. Donc, il y a eu effectivement les pensées du gouvernement, Maître Moustapha. C'était effectivement, vous voyez, le président est visionnaire. Il a entamé l'autoroute Douala-Yaoundé. Et les gens en parlaient même. Est-ce que c'était prioritaire? Aujourd'hui, on comprend qu'il a anticipé. Alors, restons sur cette question de la prise en charge, Faustin Dikam, je viens vous pas. Une question, pourquoi est-ce qu'il faut exiger que les membres du gouvernement descendent sur le lieu des drames? Mais ils sont là pourquoi? Ils sont là pour travailler auprès des populations. Ils ne sont pas là seulement pour rester dans les bureaux. C'est pour cela que vous les avez vus sauter dans le premier hélicoptère pour arriver et pour se rendre compte de la situation, de ce qui se passe et de prendre des mesures coercitives qui s'imposent. C'est un serviteur. Vous voyez, c'est un serviteur. C'est pour cela que vous avez vu le ministre du Transport... Chez nous, ils sont sur un piédestal. Vous avez vu que le ministre du Transport a tombé sa veste pour descendre sur le terrain. Parce que c'est ça. Être ministre, ce n'est pas seulement de rester dans un bureau climatisé. Être ministre aussi descend sur le terrain et vous les avez vus sur le terrain. Ils sont arrivés, ils ont pris des mesures, peut-être cosmétiques, voilà, qui n'arrangent pas un certain nombre d'entre eux. Mais le plus important ici, c'est de savoir qu'il faut toujours commencer un jour. C'est nouveau ça, de les voir descendre aussitôt et aussi spontanément sur le terrain. Mais moi, ce que je voulais ajouter... Oui, je reviens à vous. Permettez-moi, Carole, c'est ça qui tue le Cameroun. Parce que quand il y a un drame, il faut que pourquoi le ministre tel? Nous tous, nous devons descendre sur le terrain. Nous tous. Mais pour faire quoi sur ce terrain? Mais pour secourir les Camerounais. Les gens doivent être solidaires. C'est ça le problème. Quand il y a un drame, tout le monde devrait se transformer en secouriste. Ce n'est pas seulement une affaire des ministres, même s'ils sont au premier plan interpellés en tant que responsables. Et ce n'est pas seulement les ministres, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, tout le monde devait se mobiliser, tous les Camerounais, mettre les vestes de côté et tirer leurs frères du ravin. Ce n'est pas une affaire de l'establishment, de la jet-set politique. Alors, sur cette question de prise en charge, Faustin Dikam. Donc, je disais que cette catastrophe nous renseigne à suffire sur la fragilité de notre système d'assistance, qu'il faudrait revoir dans tous ces compartiments, que ce soit au niveau de la direction de la protection civile, où on se bat comme on peut pour faire ce qu'il faut, que ce soit au niveau du ministère des Transports, que ce soit au ministère des Travaux publics, il faut faire quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu, je sais pas, on parle d'une 60aine de personnes, ce qui peut s'ajouter, mais maintenant, l'heure n'est pas à la polémique. Comment on fait avec les cadavres que nous avons entre les mains et comment on fait avec les blessés? C'est aussi une question de prise en charge. Et c'est la suite, Maître Moustapha. Les familles endeuillées attendent toujours. Il y a d'autres familles qui ne savent pas, justement, qu'est-ce qui est arrivé à leurs proches. Comment est-ce qu'il faut communiquer dans ce genre de situation? Vous savez, la communication dans une circonstance comme celle-ci a d'abord pour but de rassurer. Il faut rassurer, il faut rasséréner les familles. Et les rasséréner, ce ne serait seulement pas par des artifices. Il faudrait qu'elles aient le sentiment d'être prises en charge. Ailleurs, lorsqu'il y a une catastrophe comme celle-là, les familles sont réunies, on reçoit les familles.
Donc, quand il y a une catastrophe comme celle-là, les familles sont reçues. Les familles sont reçues, elles reçoivent des soins particuliers de professionnels. Vous comprenez? Donc, au-delà de la communication gouvernementale qui a pour but de les rasséréner, il faudrait qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Nous avons vu avec les crashs qui se déroulent ailleurs, comment cela se passe. Donc, il faudrait qu'il y ait toute une équipe d'assistance, des experts, pour pouvoir amener les gens à comprendre et même accepter le drame. D'accord. François Bimogo, la direction générale de Camra et le top management est en tournée de reconfort dans les hôpitaux en ce moment même. À défaut de venir sur les plateaux et même prendre la parole, ça apporte quelque chose à la gestion de cette crise? Oui, tout à fait. Il me semble que c'est la moindre des choses qu'on aurait pu attendre de Camra. Et je rappelle que l'assistance qui a été portée aux tout premiers instants de ce drame a été celle de l'hôpital district des ECA qui est en partenariat avec Camra, au cas où des situations comme celle-là arriveraient, étant justement le long de cet itinéraire-là. Et je pense qu'ils ont également mis à disposition des trains, puisque la circulation a été rétablie. La gare des ECA circule à nouveau, des trains pour pouvoir évacuer les victimes. Mais au-delà de cela, je pense que la communication officielle, gouvernementale, en des circonstances pareilles, doit s'adapter aux réalités contemporaines, aux réalité actuelle. Je pense que la position du gouvernement face aux réseaux sociaux, qui est encore celle de l'épouvantail, celle de la diabolisation, celle de l'étiquetage, etc., je crois que c'est un axe de communication, une posture qui est à réviser, parce que en des circonstances comme celle-ci, c'est un puissant moyen de pouvoir entrer en communication avec les proches qui recherchent les victimes, de pouvoir communiquer sur ce que l'on fait. Est-ce qu'il y a un numéro vert qui a été mis en place ou des gens qui pourraient appeler? Est-ce que ce numéro vert existe? Quel est ce numéro vert pour que les gens appellent, sachent que la personne qui manque à l'appel dans leur famille ne répond plus parce que certains téléphones sont coupés, parce que volés, parce que éteints, parce que hors réseau. Donc les familles sont encore au moment où on parle en train de chercher à avoir l'information sur le sort qui a été réservé à un de leurs qui a pris le départ de ce train-là. Donc je pense que tous ces éléments-là doivent aller en cohérence avec les usages de ceux vers qui on va s'adresser, notamment les réseaux sociaux. Donc j'ai bien vu que le ministère des Travaux publics, et ça a eu un impact incroyable, le ministère des Travaux publics a communiqué en temps réel sur les actions qui étaient menées pour rétablir la circulation. Et je pense que le ministère des Transports, le ministère de la Santé devrait faire de même. Alors, juste pour rappel, le numéro vert, c'est le 699 10 18 10. Sur le plan technique, Carole, moi je suis un peu rigoureux parce que je suis un communicateur et on nous forme pour ça. Notamment, il devait y avoir un service de crise de communication dans les agences Camraï et dans tous les hôpitaux qui ont eu les malades. Peut-être même dans les morgues, parce qu'il faudrait qu'il y ait l'identification des gens qui n'ont pas pu être identifiés par les familles. Et à ce moment-là, lorsqu'il y a ces pôles-là, on essaie de renseigner les familles et on essaie à chaque fois, et même dans les chaînes de télévision et les chaînes de radio nationales, on devait avoir une émission follow-up qui essaye d'informer les... Donc c'est un système de crise qui devait être déployé, notamment pour rassurer les familles. Maître Moustapha, 48 heures ou un peu plus après donc, ces drames, il n'y a pas toujours de liste officielle des victimes disponible. Je ne sais pas si vous en avez une. Est-ce que ça renseigne aussi sur comment est-ce que l'information devrait être gérée autour de ce type de drame? Vous comprenez que le système fonctionne avec une sorte d'omerta. C'est-à-dire que ça se comprend on peut comprendre, on peut essayer d'analyser la posture. Peut-être se disait-il qu'il ne faut pas épouvanter le peuple. Mais personne ne peut à l'heure actuelle vous donner un véritable bilan. C'est impossible de donner un véritable bilan parce que, comme on le disait encore jusqu'à ce matin, tous les wagons, toutes les voitures n'étaient pas encore désencastrées. Mais le dernier dia parle de 76 Il y a un bilan provisoire. Il y a un bilan provisoire qui est sujet à caution, qui est sujet à questionnement. Ceux qui sont sur le terrain disent autre chose. Mais il ne nous appartient pas d'alarmer les populations. Je crois que Camraï
Et aussi, je crois aussi la direction de la protection civile et les forces de sécurité sont en ce moment en train de travailler pour cela. Parce qu'effectivement, il nous faut avoir la liste de tous ceux qui sont morts. Déjà, même la liste de tous ceux qui étaient dans le train. Pour savoir qui est mort, qui est vivant, qui s'est blessé, qui n'a pas eu quoi. Donc, parce qu'en ce moment, c'est un peu la débandade. Vous voyez, l'État a pu faire ce qu'il a pu en mettant à disposition des hôpitaux. Il y a plusieurs hôpitaux publics qui ont été réquisitionnés. Je connais pas mal de gens, des miens, qui étaient dans l'un de ces trains, qui sont en ce moment internés à l'hôpital militaire de Yaoundé, qui ont été ramenés. Camrail a aussi pris des dispositions en réquisitionnant une compagnie de transport qui est ici dans la ville de Douala pour transporter tous les passagers, tous ceux qui étaient blessés et même les morts vers les hôpitaux. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait, sauf que nous attendons la liste. Et je crois que les enquêtes aussi nous permettront de savoir, comme nous l'avons dit, ce qui se passe. S'agissant de la liste, Et puis, il faut relever une chose. S'agissant de la liste, Dans l'enchaînement Vous allez prendre la parole, François. s'agissant de la liste, la première chose qui doit être faite, c'est qu'on doit connaître tout ce qui est dans le bus. Ça veut dire que si on connaît tout ce qui était dans le train, on pourrait procéder... Identifier ceux qui sont même morts. On pourrait Ça veut dire facilement avoir accès identifier... à la caisse. Ah oui, effectivement, il faut déjà connaître ceux qui étaient dans le train. Parce qu'à partir de cela, par élimination, Nous avions des on pourrait confrères, supposer tel a disparu, tel est absent et autres, pour pouvoir savoir c'est de quoi il a Mais on ne retourné. l'a pas précisé. Hein. Il y a des gens qui sont montés dans le train sans payer, Sans qui devaient identifier. payer dans le train sans être identifiés. Et ça formellement à pose la un caisse. problème d'identification. Ça veut dire qu'on peut mettre des réserves sur le bilan, comme Maître Mouzaffa Absolument. disait, François Bimongo. Donc je pense que l'enchaînement des événements doit... Il y a des leçons qu'il faut tirer. Ce n'est pas le moment peut-être de le faire maintenant, mais il y a des premières leçons qu'il faut tirer. Lesquelles ? Je pense que du point de vue des populations également, il ne faut pas toujours chercher des solutions à l'emporte-pièce, des solutions immédiates, faciles, quelque réactives soient-elles. Du point de vue de la communication officielle, je pense que si on avait calmé les populations, ayant constaté que l'axe lourd est coupé et que, visiblement, on aurait pu y remédier les heures qui suivent, puisque l'axe lourd à nouveau circule, on aurait pu communiquer aux populations par les moyens les plus directs possibles, les plus rapides, donc y compris par les médias sociaux, de s'abstenir, de se précipiter pour aller soit à l'aéroport, soit à la gare, sauf si c'est extrêmement urgent. Reporter leur voyage de 24 heures. Certaines personnes mortes aujourd'hui, si on leur avait dit reportez votre voyage de 48 heures ou de 24 heures ou de 10 heures de temps, elles seraient encore vivantes aujourd'hui. Donc la pression qui a été mise, autant, je pense que c'est une pression qui aurait pu être également mise sur la compagnie aérienne, c'est-à-dire aller à l'aéroport et dire à la compagnie aérienne, pour un avion de 70 places, eh ben, mettez 140 parce que c'est pas possible. Ça, c'est du folklore politique. C'est-à-dire que des décisions aussi graves, on ne peut les prendre que lorsqu'on a tous les évidences techniques. Et puis, il faut faire... Je veux dire que la volonté de dire qu'on veut satisfaire les populations à élever. La volonté de satisfaire les populations à tout prix. On n'a pas demandé à une agence de faire 140 On a demandé, Pardon. je crois qu'au ministère des Transports, vous avez la parole. au ministère des Transports, le chef du département a demandé à toutes les compagnies de transport, y compris les compagnies aériennes, de prendre des mesures spéciales pour que les populations, les passagers puissent vaquer dans leur protection et la protection de leurs biens. Il n'a jamais demandé à Camrail de faire une surcharge. Mais moi, je dois vous dire que Camrail a souvent eu l'habitude de ce genre de choses lorsqu'il y a un flux de passagers. Ils ajoutent les wagons. Pendant les grandes vacances, sur la ligne de Ngaoundéré, c'est connu. Même ici, sur cette ligne, à l'Intercity, chaque fois qu'il y a des problèmes lorsqu'ils ont beaucoup plus de clients... Quand il faut gérer le flux de passagers. C'est bien noté. C'est important de préciser que, quelle que soit la sommation ou l'instruction que vous avez d'un ministre ou d'un président, sur le transport des Camerounais, il faut que vous-même vous assurez la sécurité technique. Bien sûr. C'est-à-dire quoi? Est-ce que vous avez la capacité de transporter autant de personnes? Est-ce que toutes les mesures de sécurité sont prises? Parce que l'aspect technique, c'est celui qui est chargé du transport. C'est bien noté, mais est-ce que, François Bibongo, le ministre prend une décision quand même sur la base des éléments que des techniciens lui ont donnés, mine de rien? Non, j'ai l'impression que
l'encastrement des faits ne s'est pas fait dans le sens qu'on veut le présenter. Je pense qu'à la base, il y a une volonté politique qui essaie de dire les Camerounais, une masse importante de Camerounais veulent voyager, ils sont coincés, ils ne peuvent pas le faire. Alors il va falloir faire quelque chose. Et politiquement, parce que le politique regarde la majorité, les masses. Quand il y a beaucoup de personnes qui sont dans une situation, ça commence à intéresser le politique. Le politique veut tirer son épingle du jeu pour essayer de minimiser l'incident sur l'axe lourd. Et c'est le cas dans ce cas d'espèce. Non, c'est une approche. C'est une approche qui n'est pas toujours vraie. Sa volonté est Parce de qu'il peut aussi dire... être mercantiliste que la société André voulait faire du Luther Meka, je bénéfice. vous donnerai la parole tout de suite après. Je C'est une permets que approche François un peu- Non, Bimbo je termine, ne je vous en pense pas prie. qu'il y ait eu une volonté mercantile, de Mais c'est camaraille, possible, ce de sont des pouvoir. commerçants. Et puis quand on dit même Non. que S'il vous plaît, possible. s'il vous plaît, messieurs. Hein? les C'est les wagons de occasions où il y a les passagers mêmes ne sont inflations. Je vous en que prie. les wagons de bois. Non. S'il vous plaît. Il y a une chose quand même qu'on doit se dire. Il y a des réalités, il y a des vérités. S'il vous plaît. Permettez, Maintenant, vous réfléchissez. André Luther Meka, permettez. Non, Maintenant non, que vous s'il me vous plaît. permettez de le dire. Allez-y, François Bimbo, Le allez-y. transport voyageur n'est pas aussi rentable que le transport marchandise. Donc s'il y avait une volonté mercantile, on n'aurait pas ce ne insisté serait pas là-dessus. là. Voilà, effectivement. Et ils avaient leur rotation habituelle, leur rotation qui leur permettait de faire un taux de remplissage normal, ordinaire. Mais je vais dire que Non, mais la il faut- pression, Pardon, s'il vous plaît. la Vous allez répondre. précipitation, c'est-à-dire la pression supplémentaire qu'on rajoute, pas la volonté de dire on va faire comme si rien ne s'était passé parce que finalement les gens vont voyager, c'est un élément, c'est un facteur aggravant. C'est-à-dire que même si les mesures techniques ont été prises, la pression politique qu'il y avait derrière a fait litière des précautions techniques qui auraient dû prévaloir sur toute autre considération. C'est-à-dire qu'on aurait dû savoir est-ce qu'il y a des risques que l'on demande de satisfaire au maximum. S'il y a des risques, le politique... Est-ce que les conditions sont remplies pour que Cambrai le puisse politique se satisfaire le subroge maximum? aux techniques. Merci. Le politique se subroge aux Je n'ai techniques. pas, Non, je n'ai les pas- gars, vous je n'ai pas répondez, un je vous en problème prie. par Oui. rapport à sa thèse, qui peut être vraie à tort ou à raison, où le politique peut vouloir des solutions pour diluer l'accident. La Mais- récupération aussi. Non, parce non, que c'est ce je qui dis s'y pour en fait. diluer l'incident. Mais moi aussi, je dis en tant que celui qui est diplômé en sociologie économique, Homo economicus, le commerçant peut aussi dire je fais un chiffre d'affaires. C'est aussi possible. Mais entre les deux thèses, entre le commerçant qui veut Qu'est-ce faire qui est plausible selon vous? entre le commerçant qui veut faire un chiffre d'affaires et qui peut faire le milliard par rapport à cet accident, mais le commerçant, il doit aussi avoir l'éthique dans Mais le vous le dites commerce. vous-même que le transport passager n'est pas aussi rentable que le transport Non, c'est lui marchand. qui l'a c'est lui dit. qui le dit, C'est hein. lui qui l'a dit et moi, c'est pas ce que je c'est dis. le cas, Et c'est le ce cas. que je peux Permettez qu'il termine. je veux conclure en disant que chacun a voulu tirer l'épingle du jeu. Le politique a voulu trouver une solution. Camara certainement a voulu faire du bénéfice parce qu'il y a des gens qui sont montés et qui devaient payer là-dedans. Merci. Et Merci on à a vous. ajouté Non, près mais de... faut pas Non, ajouter je vais permettre que quelque Maître chose. Moustapha, et Vous vous savez- allez parler. vous savez- Maître Moustapha, Vous savez, en son temps, Camara s'était vu imposer le transport des personnes. Parle aux politiques. Oui, je ne parle pas de cette situation, de cette circonstance-ci. bien sûr. Il souhaitait, Dans la concession accordée à Camara. il souhaitait ne faire que le transport de marchandises. Mais vous voyez, les populations du Grand Nord, elles ont dit que c'est le principal moyen de transport pour ceux qui sont dans le Grand Nord. Donc on ne pouvait pas le leur concéder. Donc on peut également analyser comme on peut également analyser leur frilosité. Voyez-vous, il y a des informations qui circulent. C'est le cadre administratif qui serait allé acquérir les trains en question, qui a un système de freinage défaillant. C'est connu en interne. C'est connu en interne que les systèmes de frein ne sont pas bons. Alors, et aujourd'hui... Normalement, c'est qui? Il faut fouiller. Les cadres d'administration. Il faut fouiller. C'est-à-dire que c'est à vous, les journalistes, de faire les recherches, de ce côté-là. Je vous le conseille, et puis continuez, et puis on va passer à autre Donc, Cambrai, si Cambrai s'est vu, c'est que si Cambrai s'est vu interpellé par le gouvernement, aujourd'hui, on doit devoir établir les responsabilités. Donc Cambrai n'a fait qu'obtempérer selon vous. Non, on doit devoir établir les responsabilités. Vous comprenez, je suis juriste. Je ne vais pas raconter des galéjades pour faire plaisir à quelques personnes que ce soit. Le lien qu'il y a entre les personnes transportées et Cambrai, c'est un contrat de transport. Ce n'est pas la communication qu'a fait le ministre des Transports. Merci. Ça, il faudrait Alors, que la vérité soit dite. Sortons de cette question, je vais vous permettre. Vous avez voulu réagir tout à l'heure sur cette question du ministre des Transports. Oui, mais pour dire que lorsque vous allez à Cambrai, on vous fait comprendre qu'on a mis beaucoup de moyens ces derniers temps dans le transport des personnes, et ça se voit avec les nouvelles acquisitions. Et je dois rappeler à ceux qui nous écoutent que l'État subventionne le transport des personnes à Cambrai, à hauteur, je crois, du 10 ou je ne sais pas combien de pourcent, je ne sais pas la mémoire. Parce que c'est un service public. C'est un service public. Et en Comme à plus, l'école. Cambrai met au moins 4 milliards
de francs chaque année pour améliorer et renforcer son réseau. Et nous avons le soutien de la Banque mondiale. Je vais rectifier, Faustin, ce n'est pas 4 milliards, c'est 12 milliards. En fait, c'est ce qu'on nous a fait parvenir dans le réseau officiel. Donc, ils ont dit 4 milliards chaque année pour l'entretien de son réseau. Bon, maintenant, est-ce que c'est pour autant que lorsqu'un ministre demande qu'on voit dans quelle mesure on peut arriver à répondre aux besoins des Camerounais, on va faire autre chose après. Je dis non, le ministre n'est pas responsable de ce qui arrive à Cam Rai. Il n'est pas technicien. Il n'est pas un technicien. Le ministre mais ce serait à tort de prendre une décision sans consulter les techniciens. Non, mais les techniciens ce n'est pas lui qui dit la suggestion. Le ministre assure la tutelle de Cam Rai. Je parle bien de la suggestion au départ. Le ministre ne peut Monsieur pas... Dicam, je parle de la suggestion au départ. Écoutez-moi un peu. Le ministre ne peut pas dire au directeur général de la Cameco, M. Dikoum, comme vous avez un MA60 qui prend 49 personnes, eh bien, comme il n'y a pas assez de gens, comporte plus de monde. On ne peut pas le faire. Je crois qu'il serait malhonnête de dire ici qu'un ministre peut demander de faire surcharger un avion. Vous voyez un peu? C'est ce qui se passe avec Cam Rai. Je vous ai dit d'entrée que Cam Rai a souvent eu l'habitude de ce genre de situation. Qu'elle a géré. Je ne suis pas sûr que ce sont les passagers qui pèsent plus monsieur, que c'est bien compris. les morceaux de bois qui portent tous les jours. Je vous suggère ou bien le maintenant, pétrole qui transporte. on entre dans une autre phase de cette émission. Alors, il y a des inquiétudes face à ce type de drame qui arrive en un seul jour dans notre pays. François Bimogo, le Cameroun, par exemple, accueille un événement continental dans un mois, la CAN féminine de football. Ce type de choses entre en ligne de compte dans la gestion de cette compétition? Je crois que c'est, il faut le dire clairement, c'est une catastrophe pour l'image. C'est une catastrophe pour l'image du pays parce que bien évidemment, il faut se douter que les personnes qui ont l'intention notamment de venir au Cameroun ont suivi ça, suivi ces événements, ont suivi la réaction, le traitement qui en a été fait et ces personnes... se sont imaginés être à la place de ces passagers couverts de boue, gisant dans leur mare de sang, abandonnés, décédés, etc. Ce qui est effroyable en termes d'image. Je pense que c'était une répétition grandeur nature, mais malheureusement vraie, pas simplement une simulation de ce qui aurait pu être un incident ou un accident au moment où le Cameroun accueille l'Afrique, accueille des délégations, etc. Parce qu'il faut se dire que c'est l'un des principaux moyens de transport et nul doute que les personnes qui viendront pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, sachant que l'épicentre, c'est Yaoundé et Limbé, l'un des moyens de transport, du point de vue de la capacité, c'est le train, ni l'avion, ni la route. Et donc, en termes d'image, je crois qu'il y a un pan spécifique à gérer après le drame, qui sera de rassurer tous ces potentiels touristes, ces potentielles délégations que... de telles situations, on va les prévenir à l'avenir et leur gestion sera plus efficiente, plus optimale. Alors, Faustin Dicam, sur la même question, imaginez on était le 19 novembre et puis il y a un flux de personnes qui arrivent à la gare ou bien qui veut se rendre à Douala pour aller à Limbé, la route est coupée, on repart à l'agence de Cam Rai, on se dit il faut quand même rattraper le match de football. Oui. Et on en est là. Je crois qu'il faut éviter de dramatiser les faits, de continuer dans la... Nous n'avions pas l'agenda de ce drame aussi. Hein. Cela peut même arriver pendant qu'on est en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas? Qu'on aurait à gérer. C'est pour ça que je dis, comme Bimogo le disait, c'est un effet générateur. Il faut savoir gérer les crises telles qu'elles se présentent. Vous voyez? Dans tous les pays, on a affaire souvent à ce genre de crise, où il y a des déraillements, où il y a des affaissements, ainsi de suite. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'en ce moment, sur cette même route, sur ce tronçon, il y a Roudaf et Sogea Satom qui sont en train de travailler. Je vous assure que c'est ces gens, c'est ces ingénieurs qui sont descendus immédiatement sur les lieux et qui nous ont permis d'avoir ce qu'on a là provisoirement en ce moment. Merci. Vous voyez donc? Donc ça veut dire que quelque chose est en train d'être fait, que ceux qui viennent pour la Coupe d'Afrique des Nations n'aient pas peur. Les mesures sont prises par le gouvernement et par le peuple camerounais pour que cette grande fête du football se passe dans les meilleures conditions. Maître Moustapha, est-ce que la gestion de cette crise vous rassure autant que Faustin Dicam le dit?
Vous savez, je suis un patriote. Je souhaite que la CAN se déroule dans des conditions optimales. Mais l'image de notre pays est plus que jamais écornée par cet événement-là. Donc il faudrait que les politiques en place fassent un effort de communication exceptionnel pour essayer de redorer le blason de notre pays d'ici à la date du 19 novembre, vous comprenez. Donc on ne peut plus compliquer. Donc il faudrait que s'il y a de nouveaux gadgets, qu'on les présente pour dire à ceux qui arrivent que monsieur, vous pouvez arriver. Parce que, voyez-vous, il y a tout le secteur touristique, l'hôtellerie et consorts qui est mobilisé. Si les touristes ne viennent pas du fait de cette catastrophe, si les touristes ne viennent pas du fait de cette catastrophe, c'est très grave pour notre pays. Donc alors, nous souhaitons en tant que Camerounais que la CAN se déroule normalement. Luther André Meka, le président de la République, a pris un décret de deuil national. C'est le lundi 24 octobre prochain. Les drapeaux seront en berne. Quelle est la signification de cet acte? Tout simplement que le chef de l'État est en communion avec le drame et qu'il compatit et qu'il pleure au chevet, n'est-ce pas, de ceux qui sont partis. Je voudrais dire que, et je vous le dis sincèrement, la main sur le cœur, qu'il ne faudrait pas qu'on mette une psychose au Cameroun. Il ne faudrait pas qu'on pense que le Cameroun est un pays de drame. Parce qu'effectivement, il y a même des thèses africanistes qui disent que la route a été coupée par des forces et les gens ont voulu fuir. Ils sont allés prendre le rail et il y a eu accident sur la même circonscription à 50 km du même lieu. Bon, je ne suis pas très féru de ce genre de thèse, mais je dis nous sommes en Afrique et nous sommes des bons Africains. Le Cameroun profond, nos aïeux vont participer à cette CAN et je peux vous dire que le professeur Aïna qui était là jour et nuit, qui a résolu ce problème en 1 jour et demi, avec tous les ingénieurs camerounais, sont au fait pour que la CAN se déroule bien. Et la CAN va bien se dérouler. Puisqu'on a même vu, il y a certains CAN qui se sont déroulés, il y a eu des gradins qui se sont effondrés. Ce n'est pas pour autant que la CAN n'a pas eu lieu. Donc, tous les mauvaises foi et nous sommes en plein pilotage automatique. Nous sommes en plein pilotage automatique. Notre président était... Il y a un décret qui a été signé. Est-ce qu'il a été signé de manière automatique il est Android, comme la génération Android, puisqu'il a signé pour le Cameroun. Le 71e sommet est fini il y a combien de jours, je ne sais. Vous comprenez combien déjà plus d'1 mois. C'est le seul chef d'État qui est à ce sommet, qui est encore en dehors de son pays. C'est bien trop grave. Quand on nous dit que le chef de l'État est en communion avec nous et consorts, il faut qu'on arrête de se moquer de nos compatriotes. Monsieur Meka, ne vous moquez pas des Camerounais. Le chef de l'État, son absence est inexcusable. Quelles que soient les circonstances qui justifient son absence de ce pays, il aurait déjà dû être au Cameroun. On a vu le chef d'État ailleurs, tout arrêté, le jour même, pour se retrouver dans leur pays. Et c'est ce qui aurait dû être fait. Il y a eu un problème de planification de vol. Un problème de planification de vol. Avant François Bimongo, Faustin Dikam sur la même question. Je crois que sur le sujet, le gouvernement est en train de faire tout pour que la situation soit maîtrisée. Mais sur la question du deuil national... Vous avez vu sur la route avec le ministère des Travaux publics ce qui est déjà fait. Vous avez vu les hôpitaux qui ont été réquisitionnés. Je crois qu'il faut continuer comme ça, mais en renforçant les mesures de sécurité et de prévention et surtout d'assistance sociale. Maintenant, sur ce que le chef de l'État a signé, vraiment, pour être sérieux, les Camerounais vivent très mal. Et je crois qu'il nous regarde en ce moment. Je devrais lui dire ça directement. Les Camerounais vivent très mal l'absence de leur président de la République. Son absence prolongée se vit très mal. C'est vrai que son absence ou sa présence n'aurait peut-être pas empêché le drame. Mais sauf que la valeur symbolique de sa présence fait que les Camerounais seraient plus rassurés. Surtout par ce temps où ça vient de partout, on ne sait plus par où mettre la tête. On ne pleure pas un deuil en Afrique au téléphone. On pleure un deuil en Afrique à la maison. Nous attendons le président à la maison pour qu'on pleure le deuil ensemble. C'est vrai, mais il ne faut pas aussi croire que ceux qui sont là
ne sont pas aussi des autorités. Nous avons le Premier ministre qui est là. Nous avons le président du Sénat qui est là. Nous avons le président de Le président de la qui est là. République répond. C'est les Camerounais qui l'ont voté. C'est le seul avec qui nous avons un On n'a pas contrat. voté le président du Sénat. C'est le seul avec qui nous On avons n'a un pas voté le contrat. président de l'Assemblée Ce n'est pas son nationale. rôle. Je vous en prie. Ce n'est pas son rôle. Et quand vous Ce allez n'est le pas son voir, rôle. vous allez dire qu'il confisque tous les pouvoirs. Ce n'est pas son rôle. S'il vous plaît, messieurs, permettez. Ce n'est pas son rôle. On ne s'entend plus parce que vous parlez en même temps. Nous François attendons Bimoro le sur la même président à question la du maison deuil pour national. qu'on puisse lever Alors, le deuil d'aucuns ensemble. estiment Il est que, là. en plus du deuil national, Il est il là. aurait fallu qu'il y ait un hommage national. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux terminologies? Bon, je ne suis pas spécialement outillé pour savoir s'il y a une différence entre les deux, mais du point de vue de l'amplitude de ce drame, je pense que même un hommage, je pense que le moment venu, il y aura sans doute des symboles qui pourraient être érigés à cet endroit pour se rappeler que un vendredi 20 octobre, des Camerounais qui sortaient juste pour partir d'une ville à l'autre sont retrouvés en train d'embrasser un destin funeste, en train de mourir, en train d'être mutilé, etc., alors qu'ils ne demandaient qu'à voyager. Donc je pense qu'un peu plus tard, cela peut être envisagé. Le deuil national, c'est la moindre des choses. Je dis que l'amplitude est incommensurable. Je pense que ceux qui regardent ces événements à la télé ou alors en ont simplement des échos par les réseaux sociaux n'ont pas idée de la profondeur et de l'amplitude de ce drame-là, au niveau des individus, au niveau des familles, au niveau des entreprises, au niveau même national, puisque ce drame a frappé sans distinguer tous les Camerounais, de toutes les origines. Et de même toutes les étrangers classes, qui étaient y résidents compris les là-bas. étrangers, parce qu'on ne met pas l'accent dessus. Il y a forcément des expatriés qui ont été emportés dans ce drame-là. Et je pense que pour la CAN, il y a un dispositif qui a été préparé par le comité d'organisation. Je crois que c'est le moment, et en termes de communication, ça va être stratégique. Il faudrait qu'on montre dans les jours à venir les ambulances qui ont été prédisposées pour cela, qu'on voit ces ambulances à l'œuvre. Il est encore temps de le montrer. En rodage, on va En dire. rodage, Il y en a trois. que ceux qui regardent ce drame de l'étranger et qui ont prévu de venir au Cameroun voient qu'on est à l'œuvre pour pouvoir sauver. Un drame peut arriver à tout moment. Ça peut arriver maintenant. La gestion que la de ce réaction drame, doit être la aussi réaction est immédiate. optimale, la réaction est appropriée et que le pays, effectivement, est préparé parce qu'il y a quand même des moyens qui ont été C'est bien dégagés compris. et il faut les mettre en branle. Il ne Merci. faut pas attendre le jour de la CAN pour sortir les bus, les ambulances. C'est maintenant qu'il faut agir en les utilisant pour sauver des vies qui peuvent être encore sauvées. Maître Moustapha, pour revenir à la nécessité de la présence du président de la République, qu'est-ce que vous attendez de lui en pareille circonstance, alors que tout est déjà fait par les ministres sur le terrain? Je vais vous dire, la personne, ça dit que l'individu qui a un contrat avec les Camerounais, c'est le chef de l'État. Les ministres n'ont aucun lien direct avec nous. Donc la personne avec qui nous avons notre contrat, c'est le chef de l'État. Il y a des mesures exceptionnelles qu'il peut prendre qu'un ministre ne pourrait pas de son propre chef, de son propre chef prendre. Le ministre n'aurait pas signé par la décision s'agissant du deuil national. S'agissant du deuil national. Et même sur le plan purement symbolique. Lorsque vous êtes affligé, comme c'est le cas, lorsque la nation est à genoux, comme c'est le cas, lorsque le chef de l'État descend sur le lieu où l'événement s'est déroulé, je vous assure, quel que soit votre parti et autres, quel que soit votre parti, les horizons, vos origines, vous avez du baume au cœur. Et ça a un effet, un effet catharsis. Vous comprenez? On commence à dire que c'est un effet réparateur, même pour les familles, même pour les familles qui sont affectées. Lorsqu'il est à 1000 lieues d'ici, on a le sentiment qu'il n'est pas concerné. Vous, les journalistes, parlez souvent de mort kilométrique. On a le sentiment que le chef de l'État est très loin. Et on se dit qu'il est très loin de la réalité. C'est bien noté. Alors, André Luther Meka, on en est à la suite de la gestion de ce drame. Mais s'il fallait s'arrêter sur qu'est-ce qu'il faut changer dans la politique publique en matière d'infrastructure au Cameroun, ce serait quoi? Non, disons qu'il faut viabiliser tous les moyens de transport, notamment ferroviaires, routiers et même maritimes. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de la route et des chemins de fer, mais également maritimes. Et comme vous pouvez le constater, il y a un triangle là qui rapporte près de 85% de recettes sur la route. Douala, Yaoundé, Bafoussam peut-être? Bafoussam. Et si ce triangle-là est extrêmement viabilisé par les autoroutes, je crois qu'on aurait beaucoup
on aurait beaucoup gagné. Donc, il faut absolument pouvoir mettre cette taxe-là en autoroute. Et il faudra aussi élargir parce qu'il peut y avoir des concessionnaires, c'est-à-dire des gens qui peuvent faire des autoroutes et qu'on fait ce qu'on appelle le péage fiscal, c'est-à-dire qu'ils perçoivent ce qu'ils ont comme argent et ils réinvestissent sur d'autres voies. Merci. Faustin Dikam. Je crois qu'il faut développer le réseau ferroviaire de notre pays, déjà, pour commencer, pour pouvoir minimiser ce genre de drame qui puisse arriver. Parce que ça date quand même de 1908, vous voyez, de la période allemande ici. Ces constructions. Et vous comprenez avec moi que malgré le temps qu'on peut prendre pour le réaménager, il y a quand même que ça... Il y a l'usure du temps qui fait qu'on a besoin aujourd'hui d'un réseau ferroviaire moderne, comme ça se passe ailleurs, un peu partout dans le monde en ce moment. Et puis maintenant, même le réseau routier. Nous avons déjà la chance qu'il y a une autoroute qui est lancée entre Yaoundé et Douala, mais il faudrait aussi que la route qui est là en ce moment, en attendant que l'autoroute finisse, qu'elle soit complètement réaménagée. Merci. Et puis enfin, il faut donner les moyens à la direction de la protection civile pour non seulement prévenir ce genre de catastrophe, mais pour faire face lorsqu'il y a catastrophe avec efficacité. Maître Moustapha. Oui. J'ai parlé à l'oreille de mon propos de la capacité d'anticipation. Anticipation parce qu'il faut que la maintenance infrastructurelle soit véritablement suivie. Vous vous rendez compte que si on a mis 83 milliards dans le budget, dans la loi des finances 2016 pour pouvoir réfectionner nos routes, il y a 600 millions qui étaient prévus pour cette taxe-là. Je puis vous dire que si les personnes qui en avaient la charge avaient fait leur travail comme cela se devait, on aurait pu prévenir cette catastrophe. Donc, accentuer la gouvernance. Il faut accentuer la qualité de la gouvernance. Il faut même qu'il y ait une propédeutique de l'intérêt général. C'est ça la difficulté. Parce que lorsqu'on a le sentiment que ceux qui nous gouvernent, lorsqu'ils n'ont pas un intérêt particulier dans une affaire, ils traînent les jambes à pouvoir réagir. Il ne faudrait plus que les chefs de province soient... Il ne faut plus que les chefs de province soient les seules routes de notre pays. Il faut qu'il y ait des voies de contournement. Et si on est en train de construire l'autoroute Douala-Yaoundé, il ne faut pas que ce soit seulement cette autoroute et ce que nous avons aujourd'hui. Il faudrait qu'on ait la possibilité, lorsqu'il y a un incident comme celui-ci, qu'on puisse avoir une route carrossable par laquelle on peut faire le détour. Parce que Bian, Matom et tout ça, Konzok, c'est l'arrière pays. C'est l'arrière. C'est l'arrière-pays. Ça a marché en voie d'attribution. C'est l'arrière-pays, mais c'est également le Cameroun. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, pour quitter de Mbouda à Bamenda, c'est le parcours du combattant. C'est de l'axe dont il parle. Bien évidemment, je suis en voie d'attribution. Il y a au moins 13 sociétés chinoises. Il paraît qu'il y a des frustrations parce qu'on a enlevé au ministre la gestion des marchés. On a créé un ministère des marchés et il y a un capharnaüm là-dedans parce que les gens ne trouvent pas leur intérêt. Mais avant le ministère des marchés, nous disons la même chose. Non, je suis d'accord. Avant la création du ministère des marchés, ça ne marchait pas aussi très fort. Hein. Ça ne marchait pas très fort, mais il y avait quand même... en fait, c'était un ministère qu'il faut carrément... Il y avait quand même des... Le boulot d'établissement, c'est la force. Permettez qu'il réponde, je vous en prie. Permettez qu'il réponde. Il y a beaucoup de lenteur. Monsieur Dikam, il y avait de la volonté. Aujourd'hui, en excluant certains ministres, et certains gouverneurs qui doivent, préfets qui doivent voir l'exécution des travaux, ça crée quand même des problèmes. Il faut qu'il y ait une synergie et c'est ça qui crée des blocages. Merci à vous. Alors, François Bimogo, le Cameroun a lancé en 2014 la construction d'une autoroute qui doit relier les villes de Douala et Yaoundé, qui devrait s'achever en 2018, mais ça piétine. Est-ce que ce n'est pas le moment vraiment de penser à cette planification qui est le jeu ministère de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire? Je crois que c'est un axe qui est trop important pour le Cameroun, pour souffrir même d'une heure d'interruption. Et parce qu'il est important, je pense qu'on aurait dû, il y a longtemps, et il n'est pas trop tard, envisager des alternatives immédiates, opérationnelles, immédiatement opérationnelles, des voies de contournement, des routes secondaires,
tout un système d'alternatives qui pourrait être mis en branle lorsqu'un cas comme celui-là arrive. Imaginons un seul instant que Camara n'ait pas pu, pour une raison ou pour une autre, n'ait pas pu faire bouger ses locomotives. Pour une raison ou pour une autre, qu'est-ce qui serait passé? La capitale politique du Cameroun et la capitale économique seraient complètement bloquées. Mais qui est-ce que ça interpelle à Alors, ce moment précis? Je crois que ça interpelle simplement la gouvernance et la citoyenneté des Camerounais. Les Camerounais doivent comprendre que lorsque on ouvre un débat sur la nécessité d'avoir des bonnes infrastructures, que certains Camerounais ne mettent pas leur tête dans le sable en faisant semblant que bon, moi j'ai mon petit emploi, j'ai où manger, ça ne me regarde pas, je suis à l'abri. Parce que personne n'est à l'abri. Effectivement, on a besoin d'un pays qui marche, qui structurellement marche. Quand je dis structurellement, ça veut dire que s'il y a un problème ici, on a une alternative là. On a des alternatives A, B, C, D. Que le minimum auquel on s'attend en 2016 pour un pays soit opérationnel, c'est-à-dire autant en matière de route qu'en matière de télécom. Imaginons par exemple que les opérateurs, des opérateurs, pour une raison ou pour une autre, ne soient pas en mesure de délivrer le service public. Est-ce que la nation va arrêter de vivre parce que ces opérateurs-là sont hors réseau? Est-ce que c'est au gouvernant de penser à des situations extrêmes comme celle-là et préparer des palliatifs, des solutions qui peuvent être mobilisées immédiatement sans attendre des délais plus ou moins longs, sans attendre de mettre la pression sur un moyen de communication ou une alternative ou une autre, parce qu'on a toutes les cartes entre ses mains. Je crois que c'est ça la modernité également. Merci ça. Il insiste, il en fait un peu trop. On a mis la pression sur personne. On a donné une autorisation et ceux qui devaient assurer l'assurance technique et le confort n'ont pas fait ce travail. Il faut que ce soit clair. Il insiste là, je ne sais pas pourquoi. Merci à vous, monsieur. Je vais permettre qu'on souffle par une transition et nous vous revenons tout de suite sur ce plateau avec l'autre sujet à l'ordre du jour du débat. À tout de suite. Retour sur le plateau de Canal Presse avec cette élection dans le bureau SDF littoral. Maître Moustapha Jean-Michel Nitcheux est donc à nouveau président régional du SDF dans le littoral. Pourquoi est-ce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour contester cette élection? Vous savez, comme dans toute élection, il y aura toujours des personnes qui vont élever des contestations. À ce que je sache, le comité exécutif national a mandaté certains de ses membres. Et parmi ceux qui comptent le plus, c'est quand même le président du groupe parlementaire au Sénat, qui était le président de la commission en charge de l'organisation des élections dans la région du littoral. Monsieur Tchoumelou Jean. Monsieur Tchoumelou Jean, lesquelles élections ont été organisées. Et il y a des candidats qui ont estimé que le président sortant n'était plus en droit de se représenter. Et ils faisaient valoir au soutien de leur thèse les dispositions de l'article 18.8 des statuts de notre parti. Parce que, faut-il le rappeler, l'une des résolutions du dernier comité exécutif national était la mise sous coordination ou bien la mise entre parenthèses des structures dans le littoral jusqu'à l'organisation des élections. Parce qu'il ne fallait pas que le président régional qui était candidat à sa propre succession soit celui qui organise le processus électoral. Donc, au jour de l'élection, c'est un candidat dont on a analysé ce 18.8 comme étant un désaveu pour le président sortant ou bien comme une forme d'exclusion. Il ne s'agit pas de 8.2 parce que je connais que nous avons tous célèbre article 8.2 que tout le monde connaît. Il se passe donc que les autres candidats ont refusé de se présenter à l'élection. Ils ont refusé de se présenter à l'élection et on en a tiré toutes les conséquences parce qu'il y a une coutume constitutionnelle qui s'est instaurée dans l'application de nos textes. Et ce n'est pas une première. C'est-à-dire quoi, en cas de candidature unique? En cas de candidature unique, on fait un vote par... L'acclamation? Nous appelons ça en interne résolution. Mais c'est une forme d'acclamation. Et historiquement, nous avons eu, autour des années 95, le président Léolène Diakwa, qui était président de la région du littoral, était candidat à sa propre succession après une coordination a été installée.
il a été candidat et il a réussi. Le coup de la même année, Ndoki Mukete dans le sud-ouest, il est passé par résolution. En dehors de Ndoki, il y a également eu M. Mobi. On comprend qu'il y a eu un certain nombre de cas. Et même ceux qui se plaignent, lors du dernier NEC de 2012, où moi j'ai été désigné conseiller juridique national, vous comprenez, ils ont été élus par acclamation. Monsieur Célestin Diamène, avec qui j'ai de très bonnes relations, il y a un nouveau poste qui a été créé, secrétaire aux droits de l'homme. Il était le seul à ce poste. Il a été élu par résolution. Monsieur Elimbi Lobé, secrétaire adjoint à la communication, il a été élu, lui aussi par acclamation. Donc, c'est bien compris. On a bien compris le problème de fond dans cette question du Social Democratic Front. Alors, Faustin Dikam, est-ce que vous comprenez les contestations ou bien les réserves autour d'une élection qui est finalement pas présentée comme transparente dans la désignation de ces responsables internes du parti? Oui, bien sûr. Je comprends ce qui se passe dans le SDF. Et je pense que le SDF, au-delà de tout ce que Maître Moustapha vient d'évoquer, doit se renouveler, doit véritablement rester le porte-flambeau de l'opposition, comme il a souvent été. Parce que ce qu'il dit en ce moment est symptomatique même de la gestion actuelle du SDF. Lorsque vous voyez, ce n'est pas au détour d'une élection, peut-être de l'honorable Nietzsche, que les problèmes vont commencer au SDF. Même en ce qui concerne le bureau exécutif du SDF, il y a des problèmes. Même quand il s'est agi des sénateurs, il y a eu tellement de problèmes. Alors moi je dis, au-delà du 8-2 et de toutes les mesures qu'on prend pour pouvoir peut-être que les gens soient élus par acclamation ou par résolution, il faut que le SDF se renouvelle et se présente désormais aux populations et à ses militants comme un parti véritablement transparent. Merci. Alors, même Moustapha, juste pour relancer le débat, Jean-Michel Nietzsche, c'est la quantième fois qu'il est élu à ce poste? Troisième. Et le mandat, c'est combien de temps? Le mandat, c'est 4 ans. Ça veut dire que 3 fois 4, ça fait 12 ans qu'il est président de la région. Vous ne pouvez pas reprocher on parle bien d'un renouvellement, peut-être, non, de la classe politique, y compris au sein du SDF? Non, tout le monde dit au quartier qu'ils ont fait fort. Ils ont fait fort, c'est-à-dire que, je vous dis, au quartier, ils ont fait fort. C'est-à-dire que même nous, dans le RDPC, il y a vote, avant qu'il y ait des revendications, on l'a élu par acclamation. Et tous ceux qui étaient ces contradicteurs ont claqué la porte. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que monsieur Nietzsche a été exclu, a été suspendu. Et je ne sais pas, il ne nous a pas lu les textes. Dans cette suspension-là, avec tout ce que les reprobations qu'il a eues, il devait être hors jeu. On a été surpris que après la présentation des membres et des candidats, et qu'on arrive et qu'on dise qu'il est élu par acclamation. Et les autres ont claqué la porte. Et c'est ça qui fait des éclats de voix. Ce qui fait même des éclats de voix, c'est qu'il y a certains confrères qui ont écrit qu'il a été voté pour s'aimer les pistes. Donc, c'est pour dire que, et vous comprendrez avec moi, là, je parle en tant que militant, que le RDPC reste encore le parti qui fait des choses comme il faut. Parce que il était en train de donner des très bonnes leçons là. Voilà 12 ans que l'honorable Nietzsche est là, qui s'est embourgeoisé et dont on trouve même qu'il y a une fraction avec les militants de base. Alors, François Bimogo, vous observez également le SDF dans cette bataille-là. C'est quoi le problème de fond? Est-ce que c'est seulement la succession après 12 ans de Jean-Michel Nietzsche à la tête de la région ou alors c'est un positionnement légitime des cadres qui estiment être très longtemps restés dans l'ombre? Le positionnement, il est légitime, c'est normal pour un parti politique qui aspire à accéder au pouvoir. Mais là où il y a une brouille dans la linéarité du discours, c'est les méthodes qui sont utilisées. L'acclamation, la cooptation ne sont pas des indicateurs de démocratie au sein d'une force politique qui se réclame être un parti de masse. C'est plutôt des éléments qui témoignent de ce que c'est un parti de cadre, c'est-à-dire que c'est une architecture de dirigeants qui se font des faveurs, qui restent dans leur position au directoire, qui ne se renouvellent pas. Voilà, donc c'est ce qui est quand même dommage en termes de message passé à la population, c'est-à-dire que le parti
qui veut être l'alternative au parti au pouvoir, eh ben, use des mêmes méthodes que le parti qui est au pouvoir. Non, Donc, merci François. On n'a jamais lu Monsieur Meka, permettez qu'on évolue dans le débat. Alors, Maître Moustapha. Je vous en prie. Jamais par acclamation. S'il vous plaît. Je voudrais préciser une chose. Maître Moustapha. C'est vous qui utilisez le terme acclamation, j'ai dit par résolution. Mais autre chose. Résolution. Mais c'est quoi? Qu'est-ce que vous mettez dans résolution? Je vous en prie. Pardon, Maître Moustapha, qu'est-ce que vous mettez dans résolution? J'en viens. Il y a eu un congrès. J'en viens. Dans l'architecture pyramidale du SDF, M. Elimbi comme M. N'Djamen sont membres du comité exécutif national. S'il vous plaît, maître, je voudrais pas qu'on focalise sur des individus. Non, je sais que je voudrais pas qu'on focalise sur des personnes. Le président régional Jean-Michel Niché, sur le plan de l'organigramme du SDF, n'est pas une autorité supérieure aux deux autres. Parce qu'on a essayé de dire tout à l'heure, qu'il s'agissait de cadres du parti qui veulent l'embrigader. Non, loin s'en faut. Vous comprenez? C'est quoi donc? Bon, il se passe que le mécanisme qui a présidé à l'élection a été un mécanisme transparent. Transparent en ce que ceux qui sont censés être candidats ont décidé de ne pas se présenter. C'est leur droit. C'est leur droit. Ils ont fait une interprétation. Ils ont fait des textes de notre parti une interprétation que j'aimerais dire. D'accord, restons sur cette question, je vous en prie. François Bimogo ou bien alors Faustin Dikam, surtout François Bimogo. Est-ce qu'on en arrive à... C'est parti de l'état-major, le RDPC. Les investitures. S'il vous plaît, permettez qu'on évolue dans ce débat, je vous en prie. Nous ne faisons pas les investitures. Je vous en prie, mais vous votez par acclamation. Messieurs, pardon. On n'a jamais voté par acclamation. S'il vous plaît, monsieur. Une résolution a été prise. Maître Moustapha, c'est désagréable de parler en même temps, s'il vous plaît. Il faut qu'on évolue dans le débat. Mais ne vous laissez pas entraîner, ça ne devient pas l'opposition SDF RDPC sur ce plateau. De ce qui ne Merci pas. beaucoup. Alors, François Bimogo, est-ce qu'on devrait en arriver à interpréter des textes qui sont censés être clairs, transparents pour organiser un processus? Je ne pense pas que le problème, tel que je l'ai perçu, soit l'interprétation des textes. C'est le fait qu'on retrouve à l'appareillage les mêmes personnes qui étaient là depuis plusieurs années. Même si le processus, et je n'en doute sans doute pas, a été clair, transparent, mais l'élite de ce parti doit se poser la question: qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi, année après année, il n'y a pas une nouvelle génération de cadres qui émergent? Même si ce n'est pas de leur fait, ce n'est pas eux qui empêchent, mais par leur façon de gérer, par leur gouvernance au sein du parti, j'imagine qu'ils brident les énergies positives nouvelles de jeunes qui sont là-dedans et qui souhaiteraient également accéder à un poste de responsabilité à ce niveau des régions. Et pour le futur, pourquoi pas challenger le chairman? C'est une question générationnelle dont je parle, et c'est dommage qu'un parti qui se réclame socialiste ne permette pas l'émergence d'une fine fleur, d'un germoir, de nouvelles générations qui pourraient prendre le relais lorsque les pères fondateurs s'en iraient. C'est pourquoi je dis qu'on est en train de prendre le même chemin, quasiment à peu de choses près que le parti d'en face. C'est bien dommage. Oui, moi je pense que vraiment le SDF doit faire très attention. Parce que là on vit des scènes de banditisme politique. Vous voyez? Lorsque des gens reprochent au parti au pouvoir d'avoir fossilisé leur parti et d'avoir... eux-mêmes se permettent de faire la même chose dans leur propre parti politique, c'est pas normal. Vous voyez? 12 ans, vraiment, l'honorable Nietzsche, c'était un ami. Vous voyez? Mais je dis, 12 ans, je crois que c'est suffisant. Il devrait déjà regarder autre chose. Il devrait penser à faire autre chose. Je crois qu'il a tout donné dans ce parti politique. Il devrait voir, même le président Fundi lui-même, devrait déjà penser au SDF sans lui. Vous voyez? Pour que vraiment on soit en rupture avec ce qu'on dénonce depuis un certain nombre d'années dans notre pays. Et ça me fait avoir peur de l'avenir politique de notre pays. Où les entrepreneurs politiques de notre pays font les mêmes bêtises, font les mêmes choses et s'accaparent toujours le pouvoir à quelque position où ils se trouvent. Faustin Dikam, je reviens à vous, je vous en prie. Je reviens à vous. C'est inacceptable. Je reviens à vous. Maître Moustapha, il se dit également que tout au long de la campagne qui s'est soldée donc par cette élection la semaine dernière, il se dit que le SDF a quelque peu abandonné le débat d'idées, des valeurs et des principes pour devenir des attaques, pour devenir un concert d'attaques personnelles. Le tribalisme et tout ça. Oui, comme vous le dites, ce sont des huidies. Ce sont des huidies. Vous allez le démentir tout de suite, n'est-ce pas? C'est ce que je suis en train de faire. Merci. Ce sont des huidies. puisque la région du littoral est une région cosmopolite.
il y avait des candidats qui appartiennent au moins 3 régions du Cameroun, qui postulaient au poste de président régional. Et les idées, c'était quoi? Puisqu'on parle bien d'idées, de valeurs et de principes. Les idées véhiculées par ces candidatures, c'était quoi? Les candidats des SDF, n'oubliez pas, nous sommes un parti socialiste. Bien sûr. Nous rapprocher des populations, vouloir le mieux-être des Camerounais. C'est ça que nous avons en toile de fond, en commun. Maintenant, il y a des batailles internes qui laissent poindre les élections de 2018. Donc c'est normal. Le SDF, c'est un parti en pleine vitalité. Nous organisons nos congrès de manière régulière. Pas comme certains qui font 30 ans et organisent 2 congrès et veulent passer pour les donneurs de leçons. Donc le SDF le prochain, c'est d'ailleurs en février 2017. 2017, le prochain congrès. Mais chez les autres, on est encore en pleine supputation, on est dans les nuages. Il aurait dû être le 15 septembre dernier. Nous avons un calendrier que nous suivons. Les autres font du pilotage automatique. Ils n'ont pas de calendrier. Et même le Cameroun qui dirige n'a pas de boussole. C'est pourquoi nous vivons les catastrophes comme celles dont nous faisions cas tout à l'heure. Monsieur Meka, oui, la réponse? En fait, ce que je veux dire, c'est que quand on parle du SDF et de l'opposition, j'écarquille les yeux. Parce qu'il faut dire qu'ils ont beaucoup enrôlé les Camerounais en faisant croire que le RDPC est le sujet de toutes les calamités. Ils ont un slogan qu'ils ont l'habitude de dire, c'est pouvoir au peuple. Pouvoir au peuple. Et ce jour-là, à cette élection-là, le pouvoir n'a pas été donné au peuple. Parce qu'il faut que les Camerounais le sachent, il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection parce qu'on a constaté, et je vais parler dans les méandres parce que je suis très informé du SDF, c'est un parti de cooptation et de tutorat. Et il y a effectivement des faucons qui sont placés dans des postes départementaux et régionaux. Et le véritable problème, c'est que le lobby de l'honorable Nietzsche, il faut le dire, ce lobby est puissant. Parce que depuis, effectivement, des décennies, on n'arrive pas à déloger ce lobby. Et le lobby l'a fait fort cette fois-ci. On l'a élu par acclamation. C'est ce qu'on doit retenir. Madame Yemelo, oui, allez-y. Il y a des jeunes au sein de l'appareil central du SDF. Comme vous, d'ailleurs. Et il y en a qui ont moins de 30 ans. Et je fais partie du comité exécutif national. Je peux me revendiquer. Je peux me revendiquer de faire partie de la jeunesse du SDF. Celle qui est en train de se construire de l'intérieur pour que les choses puissent avancer. Donc on ne peut pas prétendre qu'au SDF, c'est la gérontocratie, non. Et ceux qui ont au RDPC, pour être sur une liste, pour être même seulement sur une liste comme conseiller municipal, André Mekassa était au-dessus de ses capacités. Vous comprenez? Mais sur nos listes, ce sont les jeunes. Et nos statuts le prévoient. Lorsqu'un jeune est en compétition avec quelqu'un de plus âgé que lui, s'il y a partage de voix, qui passe? C'est le jeune qui passe. C'est le jeune qui est privilégié. Bien sûr. Il faut dire la vérité. Le comportement des militants du SDF et des dirigeants du SDF font qu'aujourd'hui, les gens ne courent plus après le SDF. Il faut dire la vérité. Ils viendront tous au RDPC au dernier jour, ils viendront. Au début des années, nous avons eu la chance d'être là, lorsqu'on créait ce parti, de faire déjà ce métier-ci. Vous voyez, au début des années 90, lorsque ça a commencé, tout le monde y croyait. Mais aujourd'hui, là, c'est un problème. Parce qu'il y a eu trop de choses à l'intérieur. D'abord, quand vous voyez le dispositif réglementaire du SDF, avec des trucs comme le 8-2, dans un parti qui se dit démocratique, qui se dit proche du peuple, et machin et autres, je crois que c'est des problèmes que vous, en tant que jeune, juriste en plus, vous devrez revoir au sein de l'appareil de ce parti. Vous dites que vous êtes du bureau exécutif du SDF. Moi, je vous découvre. Je vous assure que je vous découvre sur ce plateau. Non, je ne vous avais jamais vu. Vous voyez? Et pourtant, ni John Fundi m'appelle ou Ayouban chaque fois qu'on se voit. Parce qu'il sait que je l'ai toujours suivi partout où il est allé. Vous voyez? Parce que je suis les activités du SDF à la lettre. Et moi, je pense qu'il est temps que le SDF se renouvelle fondamentalement. Merci beaucoup. Je pense bien Vous savez, il y a une kyrielle de jeunes au sein du SDF qui travaillent en back-office. Et qui attendent le moment venir, leur moment venir, c'est ça? Chacun attend son moment, Et en plus, ce n'est pas sur les plateaux de télévision que la politique se fait comme certains qui ont cru qu'ils pouvaient gagner en écumant les plateaux de télévision. C'est sur le terrain qu'on se mesure la capacité d'un homme politique. C'est ce que M. Nietzsche a fait? Ça, c'est vous qui le dites. François Bimogo? Non, ce que je trouve quand même renversant et incroyable, que ce soit le parti qui se présente comme l'alternative et qui pense que les jeunes doivent être relégués au second rôle, aux positions de second couteau, aux petits strapontins,
Vous savez quel âge a Emmanuel Macron? Lui peut être président. Il a 36 ans. Vous savez quel âge il a? Et il s'oppose à qui en ce moment? Comme une alternative à qui? Monsieur François Bimou. À celui qui l'a amené quasiment sous les feux des projecteurs. Des projecteurs. C'est-à-dire François Hollande, en termes de sondage, il passe devant François Hollande qui est son mentor. Et vous estimez que les jeunes doivent rester à l'arrière-cuisine, ils doivent apprendre éternellement. Le plus jeune au Sénat camerounais est du SDF. Les plus jeunes au Sénat sont du SDF. Pour vous dire qu'au SDF, on donne la chance aux jeunes. Les plus jeunes au Sénat sont les sénateurs du SDF. Merci, c'est bien noté. Alors, c'est juste la vérité des faits. Quelles sont les voies de recours? Est-ce qu'il y a des voies de recours maintenant que vous avez posé le diagnostic au sein du SDF? Comment on peut en sortir? Bon, je crois que c'est une question qu'il faudrait poser à Maître Moustapha parce que les voies de recours, moi je n'en sais rien parce que je n'ai pas les tests du parti avec moi. Mais j'observe bien le parti pour dire que il faut même qu'il y ait de voies de recours. Qu'on recommence même les élections. Mais c'est pas ce que prévoit la loi, le règlement intérieur du SDF. Parce qu'il y a un très gros malaise en ce moment depuis que l'honorable Nietzsche, que je respecte d'ailleurs beaucoup, a été, entre guillemets, réélu. Parce que chaque fois, il suffit de sortir de ce studio et vous poser la question à quelques militants du SDF, ils vous diront la même chose. Donc ça veut dire que le SDF dans le littoral, dans la région du littoral, a intérêt à se réorganiser, à enterrer la hache de guerre, parce qu'il y a beaucoup de tribalisme. Vous voyez un responsable du SDF qui dit vous les Bamileke, l'autre dit vous les Bassa, ainsi de suite. C'est pas normal. Ça ne devrait pas avoir lieu dans un parti républicain. Le SDF, à notre sens, est un parti républicain qui était à un moment donné, comme disait l'autre, la voie d'alternative, l'une des plus grandes voies d'alternative au Cameroun. Mais on se rend compte aujourd'hui que c'est un assemblage des petits aiguilles du RDPC qui se sont engouffrés là-dedans et qui recommencent à faire les mêmes choses. Ce n'est pas normal. Alors, Luther André Meka, je vais vous permettre de répondre tout à l'heure. Luther André Meka, vous regardez le concurrent en face et si vous vous dites... Monsieur Nietzsche est en poste depuis 12 ans, ça veut dire qu'il n'a plus rien à proposer, c'est ce que vous direz sans doute. Et comment on s'organise pour vaincre le concurrent dans ces circonstances? Non, je crois que les failles se font voir. Vous savez, comment vous y engouffrez? Notre président a la mesure du temps. Je crois que vous voyez souvent même certains effigies où il regarde le temps. Et le temps même résout un certain nombre de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a un essoufflement dans le SDF et... Je ne vais pas parler de tous les problèmes de sous, tous les problèmes de sous qu'il y a là-bas où on donne les sous, on se présente, où il y a une boutique. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il sache qu'il y a une requête qui est en train d'être faite pour annuler cette élection. Et le SDF, moi j'ai fait mes classes dans le SDF parce qu'en tant que jeune journaliste stagiaire au Messager, j'étais dans le SDF. C'est-à-dire que je faisais des papiers. Vous observiez le SDF? Non, je dis qu'au quotidien, je connaissais les problèmes. Non, en tant que journaliste au Messager, j'étais constamment envoyé dans le SDF. Je connais les cadres de Moukourou-Lema, celui de Modeste Mbami qui est mort, Emmanuel Fopossi. Vous voulez dire Maître Augustin Mbami? Maître Augustin Mbami, Emmanuel Fopo, ils ont des gens qui peuvent quand même avoir la lucidité. Je vais interpeller le SDF pour que, à chaque fois que les partis sont en rivalité, que ce soit le vote, les élections qui départagent les rivalités. Parce que ce genre de mécanisme se sédimentarise et crée des frustrations qui peuvent effectivement nous permettre nous-mêmes de pouvoir avoir les militants. Et moi, j'invite officiellement M. N'Djamène et M. Elimbi Lobé à regagner le RDPC parce que là-bas, il n'y a pas de tribalisme. Et dans sa région, il sera élu, même ici à Douala, il sera élu. Maître Moustapha, est-ce qu'il y a des voies de contestation, des voies de recours pour les contestataires, même en interne? Absolument, il n'y a pas d'élection. Ils peuvent adresser leur recours au comité exécutif national. Mais pour cela, il faut qu'ils aient les arguments de droit au soutien de leurs différentes prétentions. Mais je vous ai indiqué qu'il y avait une coutume au sein du SDF, la coutume qui est sécrétée par l'application de nos textes. Je voudrais sortir en faisant valoir les élections de 2013. Nous avons eu des primaires. Mais en face, il n'y a pas du tout eu de primaire. Le RDPC a procédé par les investitures. Et vous vous rendez compte que c'est aujourd'hui les RDPC qui ont donné des leçons? C'est exceptionnel. Vous, là, vous n'avez aucune leçon de recevoir du RDPC.
C'est un parti d'état-major. Nous, on fait les primaires. Vous n'avez pas fait le primaire. Il y a les renouvellements des organes de base qui se passent très bien. Voilà votre organe Il y a des régional. contentieux qui sont encore en Votre cours. organe régional. On parle de l'état des cas. Les primaires pour les candidatures. Par acclamation. Les primaires pour les candidatures aux différentes élections. Il n'y en a pas eu au RDPC, il n'y en a jamais eu. Alors, Venez prendre des leçons au SDF. François Bimogo, comment est-ce qu'on réconcilie ces cadres qui, visiblement, dont la bataille peut fragiliser quelque peu les positions du SDF dans une région du littoral pourtant très importante dans son dispositif? Je pense qu'il faut un aggiornamento. Je crois que c'est un aggiornamento qui est nécessaire en interne. Bien que de prétention socialiste, c'est un parti qui a des allures de parti de cadre, où les cadres, comme je l'ai dit précédemment, s'arrangent à rester autour de ce qu'on peut appeler leur mangeoire, c'est-à-dire les postes de pouvoir qui pourraient leur servir de rame de lancement pour pouvoir challenger le chairman à l'investiture du parti en la prochaine élection présidentielle de 2018. Mais le Cameroun tel qu'il se configure aujourd'hui, j'ai bien l'impression que beaucoup d'appareils politiques se sont murés dans leur tour d'ivoire, ont sécrété des mécanismes qu'ils répètent à longueur d'années, de décennies. Et comme ça marche, ils pensent que ça marchera toujours comme ça, tout le temps. Ils ne voient pas le monde qui change autour d'eux, ils ne s'en aperçoivent pas. Et je crois que les désillusions peuvent être renversantes aux prochaines élections, notamment avec les nouvelles générations, les jeunes qui s'inscrivent, la nouvelle donne politique, l'ouverture sur le monde, on voit ce qui se passe ailleurs, etc. Donc je crois que ce parti a besoin de donner l'impression, ou alors de renvoyer un visage que c'est un parti de masse, c'est un parti qui permet l'émergence de nouvelles générations, que les jeunes ont des postes qui ne sont pas que des postes de strapontin ou de second couteau, ce sont des postes à l'avant-scène et que ces jeunes-là pourraient après drainer également d'autres Moustapha peut être le président du SDF. Merci beaucoup. Et je vais permettre que ce soit Maître Moustapha qui termine cette partie. L'avenir, c'est quoi? Maintenant que les batailles sont un peu tranchées, vous savez, les contestations même sont la preuve de la vitalité d'un parti politique. Oui. Il faut se poser des questions lorsqu'il n'y a pas de contestation. Même les élections on se demande, lorsque vous avez un parti politique et qu'il n'y a pas de contestation, c'est qu'il y a un problème. Donc c'est l'expression même du pluralisme démocratique au sein du SDF. Donc le SDF. Les élections par acclamation. Permettez qu'il termine, je vous en prie. Vous utilisez le terme acclamation. Le plus important aujourd'hui, c'est que le calme revienne dans la maison. Et qu'est-ce qui est fait en interne là pour que ce calme revienne? Est-ce qu'il y a des démarches? La première chose déjà, c'est que le comité exécutif national valide les élections en question. À la fin de ce mois, nous serons au comité exécutif national à Bamenda, y étant, et les décisions seront prises dans le sens de l'apaisement. Parce que ceux qui ont gagné, ceux qui ont perdu font partie de la même maison. Et il faut oublier que nous sommes à la veille de contestation électorale. Donc, ceci explique certainement 2017 cela. Se prépare déjà? 2017, 2018 se prépare naturellement parce que nous ne voulons pas... 2017 pour une échéance en interne. Bien sûr. 2018 avec le même candidat. Rassurez-vous, le SDF choisira le meilleur candidat. On le saura en temps opportun. C'est une question de temps. Et n'oubliez pas aussi qu'en 2011, j'étais à la Cour suprême parce que j'étais un des avocats qui le représentait. Notre chairman déclarait que c'était la dernière élection à laquelle il s'est présenté. Donc, allez donc savoir. Je crois qu'il tiendra parole. Alors, allez donc savoir. Attention qui vous suit. Allez donc savoir. J'espère qu'il n'est pas allez donc savoir. En ce moment, tu vas être frappé par le 8-2. Ce sont ses propres déclarations. Parlons de cet avenir du SDF. Je vais faire un dernier tour de table sur la question. Alors, on envisage, il se dit que cette bataille dans le littoral prépare en fait justement la succession de M. Foundé. Est-ce que vous avez l'impression que ça se joue ici dans le littoral? Oui, bien sûr, pourquoi pas. Ça devrait se jouer même ouvertement. Foundé devrait laisser sa succession se jouer ouvertement dans un parti qui dit être socialiste et transparent. Voyez-vous, il ne va pas rester à la tête du parti éternellement. Il est l'un des fondateurs de ce parti qu'il a mis en route. Des années après, il faut qu'il pense à passer la main. Parce que même la nature va à un moment donné lui donner
la possibilité de laisser. Mais il faut s'organiser. Parce que le véritable problème dans nos sociétés politiques aujourd'hui, c'est que les gens ont créé des partis politiques qu'ils ont bâtis autour de leur seule personne. Vous voyez? Alors, si vous posez la question, pas seulement à Froundi, mais à tous les autres présidents des partis de l'opposition, s'ils pensent parfois à leur parti sans eux, ils vous chasseront. Parce qu'ils pensent que le parti, c'est d'abord eux. Et c'est pour cela que moi, je me pose toujours des questions, chaque fois que je fais mes analyses, mes petites analyses quotidiennes, de savoir quel est le parti politique qui va résister après le départ de son président fondateur. Alors, dans notre pays, c'est compliqué. Je pense que le système électoral camerounais, s'il arrivait à être mis à jour, réformé, et qu'il permettait, par exemple, d'abord des élections à 2 tours, et qu'il permettait aussi des candidatures indépendantes, il y aurait des grosses surprises. Parce que tel qu'on voit le camp du pouvoir et le camp de l'opposition institutionnalisé, on a l'impression que c'est kiff-kiff, c'est pareil. Au niveau des élections, certains des partis continuent encore à avoir le leadership parce qu'on ne donne pas beaucoup de choix aux Camerounais. Notamment avec ce point de la loi électorale qui permettrait des candidatures indépendantes. Avec des candidatures indépendantes, on ne serait pas à l'abri de beaucoup de surprises par rapport à qui a le leadership de l'opposition camerounaise notamment. Alors André Lutem-Eka, une pluralité de choix vous ébranlerait? Non, il ne faut pas être naïf. Moi, je croyais que le grand frère du CAM serait naïf. C'est un parti anglophone qui est né sur les revendications anglophones. Ce qui veut dire qu'il y a quoi? une très grande présence sur la scène nationale et internationale, il ne faut pas le nier. Oui, en fait, il y a la stratégie officielle et la stratégie officieuse. Parce que le thinking department du SDF est pratiquement anglophone. En tant que jeune journaliste, j'ai vu des dissidences par rapport à la non-maîtrise du parti par certains membres comme Bernard Mouna. Donc, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que les anglophones ou l'anglophonie tient particulièrement le parti. Et il y a des challengers qui sont en train de pouvoir se mobiliser et mobiliser toutes les ressources en termes de personnel, des ressources politiques et même financières pour pouvoir challenger John Froundi. Mais il y a aussi un jeune testamentaire qui est là et qui a tous les pouvoirs, qui a aussi été élu par acclamation et qui effectivement est le plus choyé. Mais je peux vous dire que le lobby Bamileke, il faut parler comme ça avec Jean-Michel Nietzsche, ne se laisse pas faire. Ils vont pouvoir mettre tous les mécanismes pour pouvoir challenger effectivement le SDF. Parce qu'il faut dire que ce peuple a soutenu ce parti et il faudrait également qu'on puisse leur relayer cela. Maître Moustapha? Ça se joue dans le littoral pour la simple et bonne raison que le premier vice-président national se trouve être à Douala, dans la région du littoral. L'héritier. Si par extraordinaire, Vous parlez de l'héritier. si par extraordinaire, ou bien si d'aventure, le chairman respectait la parole qu'il a respecté sa parole de 2011, il n'est pas impossible que M. Joshua, que beaucoup de Camerounais appellent de tous leurs voeux, parce qu'il faut le dire, soit notre candidat en 2000. C'est ce que les textes prévoient. Premier vice-président remplace le président de manière mécanique en cas de vacances. Lorsque le président national n'est pas là, c'est immédiatement le premier vice-président qui le supplée. D'accord. Qui supplée son absence. Et vous comprenez? Mais il y a un mode de désignation d'un candidat à la présidentielle. Absolument. Il n'est pas le président national de fait. Non, ce n'est pas le président de fait. Le président national du parti n'est pas automatiquement le candidat à la présidence de la République. Donc il n'est pas impossible que le chairman reste le président du parti sans que le SDF ait un autre candidat à la présidentielle. Donc c'est une possibilité et il fallait le noter. D'accord, merci. Alors, monsieur, je vais vous permettre de rendre un hommage à un grand homme de la presse qui nous a quittés ce début de semaine. Célestin Lingo s'en est allé. Je commence par vous, Faustin Dicam, pardon. Un mot, parce qu'on est en train de sortir de cette émission. On ne pouvait pas partir sans saluer la mémoire de ce grand homme. Une très grosse perte pour la presse camerounaise en particulier et la presse africaine en général. Célestin Lingo, c'était un combattant. J'ai eu le privilège de le côtoyer étant très jeune journaliste ici à Douala. J'ai eu le privilège de recevoir ses conseils et de recevoir aussi par moments son encadrement. J'ai eu le privilège de le voir à l'œuvre. Vous voyez, c'était un très grand combattant, un grand combattant de la liberté qui vient de nous quitter. Je crois que nous allons organiser ces obsèques à la dimension du bon journaliste et du vrai qu'il a été. François Bimogo?
Oui, je n'ai pas eu le plaisir de travailler avec lui, de le connaître particulièrement, mais de par ses interventions, de par ce que j'en ai lu de lui, je pense que c'est une immense perte pour la première génération de journalistes du Cameroun après les indépendances. Et je pense derrière lui, il y a beaucoup qui en ont appris, qui ont témoigné, autant dans les réseaux sociaux que dans la presse, de ses qualités en tant que professionnel et notamment de son action au niveau syndical qui était de défendre les droits et les intérêts des journalistes. André Luther Meka? La chance que j'ai eue, c'est qu'en tant que jeune stagiaire, je le voyais souvent venir au Messager avec le grand Pius Ndiawe, et à l'époque je le prenais un peu comme un dieu parce que j'ai eu même l'impression qu'il était au comité éditorial du Messager parce qu'il venait toujours nous donner quelques conseils avec son petit sac. Jean-Baptiste Sipa, voilà. À ses côtés. Donc c'était véritablement, il était comme une icône parce que quand il venait au Messager, tout le monde se levait un peu pour l'accueillir. Donc certainement que c'était un grand homme. Je ne l'ai pas bien connu, mais de loin comme ça, j'ai pu le sentir. Je voudrais aussi, puisqu'un grand homme peut cacher un autre, saluer la mémoire de Benny Donald Wesley, qui est un homme de culture, un artiste que j'ai rencontré 2 fois, et donc j'ai compris que sa valeur n'était pas seulement sur la musique, il était au-delà de la musique. Et il allait dans la terre de nos ancêtres hier, et je voudrais ici m'incliner devant sa mémoire et toutes les condoléances à la famille. Maître Moustapha? J'ai vécu M. Lingo à travers les médias. Ce que je garde de lui, c'est son engagement. C'est un homme très engagé. Il savait choisir les mots pour dire ce qu'il pensait. Et il avait très souvent la dent dure à l'égard du parti d'en face qui nous a un peu conduits dans la dérive. Ce sont des hommes qui, dans les années 90, ça dit que se sont battus bec et ongle pour que les choses avancent. Donc, si aujourd'hui vous pouvez parler avec autant de liberté, c'est grâce à des personnes comme combat de gens comme cela. Donc, c'est l'occasion pour nous tous de souhaiter qu'ils soient accueillis par le Très-Haut. Merci à vous. Alors, juste pour terminer, quelques informations pratiques. Sachez que des dons sont acheminés vers les victimes de ce drame de ce vendredi, puisqu'on y revient toujours à Ezeka. Et il y a également des messes œcuméniques qui sont organisées, comme celle prévue la semaine prochaine à l'université de Douala, qui a perdu déjà au moins un étudiant, tel que enregistré du côté du rectorat. Donc, il y a aussi des fonds qui sont collectés et acheminés donc à l'hôpital d'Ezeka pour une meilleure prise en charge de ces blessés et de ces victimes. Alors, messieurs, il ne me reste qu'à vous dire merci. Merci d'être venu, d'avoir accepté notre invitation dans des circonstances aussi douloureuses, et nous espérons nous retrouver, peut-être, pourquoi pas, pour des nouvelles plus joyeuses, pour des émissions, pour des circonstances plus joyeuses. Mais notez que vous pouvez garder le rendez-vous de Canal 2 International, puisque nous allons continuer à vous produire des émissions spéciales, tant sur ce deuil national prévu demain, qui sera observé sur l'ensemble du territoire camerounais. Vous pourrez donc savoir comment est-ce que cela a été vécu, même dans le monde, puisque Canal 2 International a ses correspondants un peu partout. Et nous nous engageons à vous donner, donc minute by minute, toute l'actualité autour de ce drame. Bon dimanche à vous et merci de rester sur Canal 2 International.